Voilà, c'est bon, on est en live. Alors. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Comme d'habitude, on va attendre 2 petites minutes que tout le monde fasse quelques petits partages et que le monde arrive. Live très très important ce soir, donc n'hésitez pas à partager en espérant que vous allez tous bien également. Normalement c'est bon, ça s'est publié sur l'événement. Donc voilà, ce soir, live un petit peu spécial, comme on a annoncé. On va juste faire un petit peu l'introduction pendant que le monde arrive et que les partages se font. Live qui a été annoncé donc, déjà il y a quelques jours en présence du coup avec Maître Carlo Brusa, excusez-moi, qui est avec nous ce soir pour nous parler de plusieurs choses, notamment de RAC 119. Après, il nous dira son opinion sur la crise Covid, etc. Donc voilà, bienvenue à lui en tout cas sur le live et merci d'avoir répondu présent à l'appel. Donc bon, je sais pas, comme d'habitude, on peut peut-être refaire un petit tour de présentation le temps que tout le monde partage. Qui veut commencer? Saïd. Bonsoir à tous, bonsoir à l'équipe L'éveil des consciences. Donc moi, c'est Saïd, du coup, du journal indépendant CLMG Média Libre, et du coup qui est beaucoup en communication, du coup avec votre groupe L'éveil des consciences. Étant jeune moi-même et vous étant jeune, du coup, les liens sont beaucoup mieux. Et bonsoir également à Carlo. Du coup, moi c'est Idriss. Je suis gilet jaune maintenant depuis novembre 2018. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Moi, j'ai envie d'un monde meilleur, d'un monde plus juste et je suis un peu une personne idéaliste. J'espère qu'un jour, le monde sera tout beau, tout rose. Mais bon, je doute que ça arrivera un jour. Mais voilà, la personne que je suis. Maître Carlo, si vous voulez vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Avancez-vous, achevez-vous. Il y a Enzo et Lucas. Allez-y. Vas-y, Lucas. Enzo, vas-y, si tu veux. Moi, c'est Enzo, j'ai 17 ans. Pareil, j'étais gilet jaune depuis le 17 novembre 2018. Maintenant, je me considère plus comme un citoyen en colère qui veut faire changer les choses, qui se bat pour ses droits et puis pour la liberté de chacun. Voilà. Vas-y, Lucas. Lucas, on ne t'entend pas, tu fonctionnes au ralenti deux fois. Ta ligne, elle n'est pas très bonne. Est-ce que c'est mieux là? Non, ça va pas mieux. Ouais. Bon, alors du coup, moi je me présente, Lucas. Je me suis déjà présenté pour ceux qui me connaissent. J'ai 17 ans. J'ai quitté le lycée. Alors moi, je suis pas dans la lutte depuis novembre 2018. J'y suis rentré depuis il y a peu, depuis à peu près 6 mois. J'ai quitté le lycée justement avec tout ce qui est en rapport des mesures sanitaires, etc. dont je ne voulais pas être, je vais pas utiliser le mot soumis, mais en tout cas la victime clairement. Donc voilà, je pense que les gens me connaissent. Du coup, c'est à vous. C'est à moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et même pour celles et ceux qui me connaissent, je tente chaque fois que je suis invité dans une émission ou lors d'un live de ne pas me répéter parce que c'est très ennuyeux, au fond, je me dis que chaque rendez-vous, c'est pas le rendez-vous pour refaire ma vie et pour refaire l'histoire de RAC 119, mais c'est avant tout de découvrir les personnes que j'ai devant moi, de récupérer la richesse des gens que je croise sur le chemin de ma vie, que ce soit personnellement, que ce soit en tant que présentateur d'une émission, en tant qu'animateur d'un live, etc. Et ensuite, il y a des personnes qui suivent. On n'est pas à la télévision
où on se met sur un canapé en train de se gratouiller les cookies en mangeant des chips, en regardant Netflix, mais c'est pour tenter d'utiliser les réseaux, d'utiliser le réseau pour échanger. Donc c'est pour ça que je disais que pour moi très important que vous me posiez vos questions, que je puisse répondre, mais qu'on soit aussi très proche du chat, des commentaires, pour voir effectivement, pour que même si nous n'avons pas tous la possibilité de changer, de parler, de ne pas commettre les erreurs des mainstream que nous critiquons, de rester toujours dans cette dimension humaine qui est la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le partage, qui sont aujourd'hui remis en cause. Quand j'ai créé Action 19, je ne l'ai créé pas pour créer une pensée unique indépendante en opposition avec la pensée unique du pouvoir, mais c'est d'avoir un endroit dans lequel j'avais compris, peut-être dès le début, parce que je suis quelqu'un qui a une forte imprégnation de juriste, qu'il y avait des choses qui clochaient. Et le simple fait que les gens ne bougent pas face à ce qui était une approche extrêmement contraire aux principes fondamentaux de la République, aux principes fondamentaux de la nation, aux principes fondamentaux de la démocratie. Ça m'a profondément troublé et je me suis dit, ce n'est pas possible qu'on me parle d'un problème de santé et que la première chose que j'entends parler, ce sont des mesures qui concernent une sorte de guerre civile. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez plus travailler, restez chez vous, vous avez une heure de liberté. J'ai dit, moi, quand je suis un être bête, je me dis malade, médicament. Et quand je vois malade, enfermement, et que j'entends pas parler de médicaments, que j'entends parler de confinement, que j'entends pas parler de mesures appropriées pour augmenter les lits, pour que tout de suite l'hôpital soit renforcé, pour qu'il n'y ait pas de division entre l'hôpital public et l'hôpital privé, mais que j'entends que de mesures liberticides quand je vois les textes de la loi du 23 mars, qui devient ensuite une partie du Code de la santé publique modifié, qui devient ensuite le décret du 23 mars, je me dis, mais ça, c'est la manière d'affronter une maladie. Moi, j'ai l'impression que on était en train d'affronter, je le répète encore, si je ne savais pas qu'il y avait un virus dans l'air, je me disais, quand il y a quoi, les gilets jaunes qui sont armés et qui ont enfin changé de politique pour aller tenter de renverser le gouvernement, parce que tout ceci, aujourd'hui, mesures liberticides entreprises pour tenter de sauver le monde, mais mesures liberticides qui n'ont sauvé rien du tout, qu'aujourd'hui, peut-être, s'ils n'avaient jamais été prises, nous aurons eu peut-être le même nombre de morts, parce que moi, je prends les États qui n'ont pas pris des mesures du confinement liberticide comme la France, ils ont des moins, parfois même moins de morts. Alors, tout le monde parle de la Suède, moi, je parle de la Suède, j'y étais. On met les masques si on veut les mettre. Moi, j'ai jamais dit que je suis contre le masque. Je m'en fous à la limite des masques. Mais je suis pas d'accord sur le fait de me dire que les masques sont merveilleuses partout. Que quand on marche dans la rue tout seul, il faut porter un masque. Ça, c'est con. Quand tu es dans sa voiture tout seul avec un masque, c'est con. On pose des enfants sains de 6 ans de porter un masque. Con. C'est débile parce que aujourd'hui, ce que nous disions et ce que je disais il y a des mois, se révèle dans les études. En Allemagne, une décision a été rendue le 8 avril, dans laquelle le tribunal de Weimar, et tribunal allemand, il ne faut pas l'oublier, a dit que les masques, ça ne sert à rien, qu'elle confirme que en plus, c'est une tromperie, parce que je le dis depuis dans ma plainte déposée au mois de novembre, et qu'en plus, chers amis, elles sont dangereuses. Dangereuses pour le produit utilisé pour les fabriquer, et dangereuse, pourquoi? Parce qu'elle prive l'oxygénation. Moi, j'ai mis en œuvre une opération qui s'appelle l'oxymètre. Le fait de mesurer l'oxygène avec l'oxymètre s'appelle OxyChild et OxyChob. OxyChild, c'est sur le site de Roxor 19 pour OxyChild d'oxygène. Alors, tout le monde m'a traité de complotiste parce que je pose des trucs comme ça, alors que dire, allez acheter en pharmacie un oxymètre, mesurer l'oxygénation quand vous portez le masque toute la journée, et vous verrez votre taux d'oxygénation. Ça devient, alors, c'était complotiste, et après le 8 avril, l'autre autorité de santé met sur son site que l'oxymètre est une machine importante pour la bataille qu'il faut livrer contre la Covid-19. Alors voilà, chers amis, la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation dans laquelle on a dit tout
et son contraire, dans lequel les politiques qui sont eux qui donnent les services commandés pour casser du sucre sur mon dos, pour me traiter de complotiste, pour me briser, pour enlever la chaîne, pour m'enlever la communication, pour m'interdire, pour mettre en place les renseignements généraux, alors que je suis un homme normal, je suis pas un gourou, je suis pas là pour emmener les gens, je demande pas d'aller récupérer un enfant chez sa grand-mère, c'est pas, moi je suis un avocat qui respecte la loi, qui respecte les règles, mais pas les règles débiles, et pas les règles qui sont contraires aux principes constitutionnels, et pas les règles qui violent les principes de liberté qui régissent notre société. Parce que moi, je ne vendrai pas mon âme au diable, parce que je ne vendrai pas ma liberté pour la santé, parce que je préfère mourir avec une maladie que vivre dans une dictature. Je le dis, je le répète, et ça s'applique, parce que vous savez pas, les gars, mais je veux dire, il y en a pas beaucoup de jeunes comme vous qui se battent, hein. Je peux vous dire que quand je suis dans la rue et quand je vais rencontrer des gens, je rencontre plus de gens qui ont mon âge, qui se battent pour la liberté, que des gens de votre âge dans la rue ou qui viennent me voir dans les places. J'ai des enfants qui me disent merci, monsieur Mouza. Je peux vous faire voir tous les destins qui sont là, les destins des enfants. C'est eux qui me disent merci parce qu'avec vous, j'ai réussi à ne pas porter le masque. Merci parce qu'avec l'action 19, je n'ai pas payé un PV. Merci pour ce que vous battez contre ces pourritures de médicaments qu'on appelle des vaccins qui ne le sont pas. Mais de jeunes qui ont envie aujourd'hui de bouger, il n'y en a pas beaucoup. On leur vend des 15 séances chez le psy, mais vous n'êtes pas capable de descendre dans la rue. Et c'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque, que tu as été gilet jaune, vous êtes gilet jaune, vous êtes battu avec des autres. Pourquoi? Parce que l'essence est trop chère, parce que vous n'avez pas la fin du mois, et vous n'allez pas vous battre, merde, pour la liberté. Vous attendez quoi? Vous allez être écrasé comme des mouches par le pouvoir? Vous attendez quoi pour dire nous voulons? Je ne demande pas de renverser le pouvoir. Le pouvoir se renversera tout seul. Mais je demande vous n'avez pas besoin de la liberté pour vivre, vous? Moi, oui. Moi, j'ai besoin de la liberté comme l'oxygène. Alors, ne vous limitez pas à faire du réseau. Ne limitez pas à faire des lives. Il faut que ces lives se transforment en action. Et se transforment en action. Il faut aller dans la rue. Le 1er mai, il y a une manif, des manifs partout. Il faudra être nombreux pour faire comprendre à ce pouvoir que ce pouvoir est un pouvoir entre les mains d'une dictature sanitaire, d'une dictature tout court, qui est en train d'abuser et d'user des gens. Parce que combattre une maladie en utilisant le code pénal, mais c'est jamais vu, combattre une maladie en infligeant des 135 euros une fois, des 135 euros une deuxième, et ensuite de dire à la troisième, tu commets même un délit. Mais vous imaginez un peu? Mais réfléchissons, les enfants. Mais un être normalement constitué qui a un cerveau normal ne peut pas accepter cela. Combattre, alors que l'hydroxychloroquine, on va l'interdire comme ce produit lumineux, alors que pendant 35 ans, on l'a utilisé pour se protéger contre la malaria. On interdit les protocoles Raoul. On interdit ceux qui doivent promouvoir des médicaments qui permettent de soigner ou qui permettent même de se renforcer, parce que normalement, un virus, c'est avant tout d'avoir une bonne forme. Moi, j'ai eu toute ma famille, moi, ma compagne et mes enfants. Nous avons eu pour mes enfants, c'était une promenade de santé. Pour moi, j'ai eu 4 jours très durs, difficiles. J'ai 59 ans, mais je prends du zinc, de la vitamine D. Je n'ai même pas pris de Doliprane, je pris rien du tout. Je continue à prendre du oligosol, des vitamines, et j'ai suivi ce que mes amis médecins, que je citerai pas, m'ont donné comme conseil, Carlo. Par contre, je me suis mis de Vicks pour mieux respirer. Voilà, je mettais du Vicks pour que mes alvéoles pulmonaires puissent être toujours oxygénées par les huiles essentielles. Oxygénées, que l'huile essentielle me permette une oxygénation, parce que, effectivement, j'ai senti que le souffle était plus court pendant ces 2-3 jours le plus dur. Mais je suis en état de risque. J'ai un excès de poids, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire de l'alcool fort, je bois qu'un verre de vin de temps en temps, et c'est pour ça que j'ai pris quelques kilos. Donc, je suis à risque. Je fais partie des populations à risque. J'ai 4 stents, et je suis là. Mais je ne vais pas vendre et obliger 90% de la population française qui se porte bien, qui est en parfaite santé, qui ne risque rien, parce que je rappelle que de 0 à 40 ans, 4 ans, 0 mort. D'accord? Que le taux de létalité est extrêmement bas quand vous êtes malade de la Covid. C'est aussi bas qu'une grippe. Que vous avez chez les enfants
aucun effet quand on parle d'enfants asymptomatiques. Mais c'est une contradiction intrinsèque. Soit tu as des symptômes, toi tu as une maladie et tu as des symptômes, soit tu l'as pas. Asymptomatique. C'est extraordinaire. C'est des PCR. Sur 100 000 PCR, tu en as 70 000 ou 80 000 qui sont asymptomatiques, tu en as 20 000 qui ont des symptômes, et parmi les 20 000, parce que je rappellerai à tous, à ceux qui nous suivent, que chaque année, les 5 000 places de réanimation sont saturées pendant tous les hivers et jusqu'au mois d'avril. Or, bien sûr qu'il y a un virus, mais ce virus ne justifie pas de remettre en cause la construction d'une démocratie comme celle de la France, qui théoriquement était la lumière du monde. Et aujourd'hui, l'un des pays les plus dictatoriaux du monde en termes de structure législative et décrétale. Parce que quand vous dites ça, vous osez dire ça de la France qui vous a hébergé. Bah oui, je paye mes impôts et putain, j'en ai payé jusqu'au dernier centime. Je peux faire l'euro de blague dans ma vie parce que je savais que j'allais être dans le collimateur en tant qu'Italien, donc j'ai bossé comme durement. Je me suis pas payé mes études à travers l'argent de ma maman. Je suis allé bosser à faire le serveur dans le resto pour me payer mes études et prendre mon diplôme universitaire. Et ça, c'est ma vie. Et ça, c'est ma vie. Et ma vie, elle est celle-là. Parce que j'ai les fiches de paye des restaurants où j'ai travaillé. Parce que j'étais dans une usine à l'âge de 15 ans. Et moi, je suis pas un gourou, je suis quelqu'un simplement qui a vécu et qui a vécu la vie. Qui a vécu la vie de pauvre, qui a vécu la vie de bourgeois. Mais qui aujourd'hui n'a pas oublié ce que veut dire se retrouver sans un centime dans la poche quand ton père décède et tu te retrouves 4 gosses avec une mère. Je sais ce que veut dire un chier dans la vie. Et encore aujourd'hui, je peux vous dire autre chose, que je suis devenu le président de cette association qui s'appelle Réaction 19. Et je peux vous dire autre chose, que j'en chie. J'en chie tous les jours. Parce qu'entre les insultes, les menaces, les trucs sur Internet dans lesquels on me tape, il n'y a pas de problème. Mais je préfère cela que me taire et aller au bord de la mer en train de dire, je suis bien, les eaux crèvent, j'ai vécu ma vie, qu'elle aille se faire foutre. Je ne peux pas supporter ça. Et je ne supporterai pas ça. Et je sais que ça me coûte, que je mets même en péril ma propre santé, ne vous inquiétez pas, parce que la vie que je conduis est une vie très dure. Pour ma famille, pour mes enfants, pour ma femme, et je peux vous dire que j'arrive, là je pars 2 jours à Nice pour travailler, pour aller rencontrer les gens, après je reviens, je n'ai jamais, vous savez, comme je dis toujours, qu'est-ce que t'as comme temps? Le temps d'aller pisser. D'ailleurs, je passe mon temps à courir parce que je fais une vidéo, je fais un truc, il faut que je cours vite pour aller pisser. C'est le seul temps que j'ai. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous savez, hein, moi je ne suis pas là pour changer le monde. Le monde se change tout seul, l'humanité se construit elle-même. Moi, je suis là tout simplement pour apporter ce que la vie m'a donné. Je m'a donné un cerveau. Je suis arrivé dans ce pays, j'ai étudié, j'ai eu des très bonnes notes. J'ai pris un diplôme universitaire. J'ai enseigné à la faculté. J'étais un mec qui a respecté vraiment tous les niveaux de la règle. Voilà. Et après, à un moment donné, quand la règle dépasse, que ce n'est plus une règle, mais devient une chose idiote, je ne peux plus supporter. Et je n'ai pas supporté. Et je continuerai à me battre jusqu'à quand on reviendra avec un pays de liberté dans lequel on retrouve le droit de parler, le droit de s'exprimer, mais à l'état actuel de choses, je le dis à toutes et à tous. Chers amis, la situation n'est pas belle. La situation est grave. C'est pas parce que ils vont nous permettre de reprendre la voiture et de faire 200 bornes qu'on retrouve la liberté. C'est pas celle-là la liberté. Les textes qui ont été votés, la loi sécurité globale, la loi séparatisme, les textes qui ont été pris, tous les textes concernant la reconnaissance faciale, le fichage, les personnes qui portent atteinte. Vous savez, aujourd'hui, dès que des gens parlent de Réaction 19, il y a les renseignements territoriaux qui vont convoquer les gens. À quel point nous sommes? Alors que vous allez sur le site de Réaction 19, on ne fait que du droit. Je ne fais que du droit. Putain, je ne fais que du droit. Et en faisant du droit, je suis un complotiste. Vous imaginez un peu? Je n'ai jamais porté une thèse. Alors, on a quotidien fait un Instagram dans lequel, quand je cite les Big Pharma, pourquoi les Big Pharma?
c'est du complotisme dire qu'il existe des big pharma, qu'il existe Pfizer qui a été condamné ou on a transigé à 2 milliards 300 millions d'euros, de dollars. C'est du complotisme de dire que le monde du vaccin est entre les mains des big pharma. C'est du complotisme. Mais ce sont des vérités. Ce sont des vérités. Parce que c'est là la réalité. Parce qu'il faut la dénoncer, cette réalité-là. Il faut avoir le courage de la dénoncer. Il faut le courage de la mettre dans une plainte parce que tout le monde parle, blablabla. Mais qui a osé déposer des plaintes? Qui a osé dire que c'est pénal parce qu'on a trompé les gens avec le masque? Parce qu'on utilise aujourd'hui ces vaccins sur les personnes qui sont quasiment, qui sont des cobayes. Mais des gens qui après disent, voilà, c'est génial, c'est super, c'est magnifique ce que nous vivons. Le gouvernement se bat comme un malade pour réussir à sortir. Mais qu'est-ce qu'il se bat? Il se bat de quoi? Parce que se battre, c'est prendre des textes, des décrets, de les faire rédiger par des fonctionnaires, de les imposer avec des PV. C'est ça se battre. Alors qu'il aurait fallu se battre depuis le mois de mars pour créer les lits d'hôpitaux, dans les hôpitaux, pour créer des vrais lits de réanimation, pour mettre en place des équipes, alors pas les docteurs à la télévision, mais les équipes. Moi, j'aurais bien voulu voir des gros congrès avec des médecins en train de parler de la Covid, de comment la soigner. Vous les avez vus, vous, les congrès? Vous avez vu les réunions de médecins? Vous avez vu des réunions de médecins? Une grande réunion de médecins s'est tenue à Paris pour discuter des mises en œuvre des trucs. Non, on les a vus à la télévision en train de faire « Ouh là là, il faut se confiner! Ouh là là, il faut faire ça! Ouh là là !» Alors, les spécialistes de la terreur, le comité scientifique avec 42 masques, parce qu'ils ont 75 ans, ils ont le seul trou, c'est de choper la Covid et de crever. Et puis vous avez les autres qui sont pas habités sur les plateaux et qui font laissant les médecins prescrire, tout le monde se tape dessus. Tout le monde se tape dessus. Je dis pas, je ne vais pas dire qu'il y a raison, mais on a un problème médical. Est-ce que vous l'avez vu affronter sur un plan médical? Moi, je n'ai pas vu affronter le problème sur un plan médical. J'ai vu affronter le problème surtout. Mais qu'est-ce que à foutre, moi, avocat, juriste ou membre du peuple français ou du peuple en France, de voir des médecins qui viennent me parler du confinement? Mais connard, viens parler de la santé, viens parler des médicaments, parle-moi de comment soigner. La seule chose que tu sais parler, c'est il faut confiner, il faut déconfiner. Mais qu'est-ce que ça, c'est un problème à la limite du Parlement qui se réunit pour décider quelque chose. Et toi, en tant que médecin, parle de médecine, discutez de manière médicamenteuse, au lieu de vous taper dessus et au lieu. C'est ça qu'on a vécu. Parce que ces gens-là, c'est eux qui ont participé à instituer. Aujourd'hui, on a affronté la santé et l'affaire de la Covid comme si on affrontait une affaire criminelle. Voilà la réalité. Aujourd'hui, moi, j'ai des policiers que je les ai au téléphone. Des policiers qui me disent, mais aujourd'hui, moi, j'ai honte de sortir d'aller mettre des PV. Parce que je sais très bien que les masques ne servent à rien. Parce que nous, au commissariat, on les met, mais quand on rentre, on les enlève. De toute façon, c'est inutile, on le sait. On le sait. Nous-mêmes, en tant que médecins, en tant que policiers. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que aujourd'hui, on vit, et parler comme ça, mais je suis désespéré. Pour moi, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est désespérant. Mais je dois me remettre en force et trouver l'énergie pour faire des actes, la citation directe pour faire enlever les masques, me continuer à répondre aux questions posées, les masques dans les écoles, la prof de gym qui veut faire la gym avec les masques, l'obligation de tester, ceux qui veulent. Voilà la réalité. Ma sœur a été vaccinée parce qu'on lui a dit que c'était obligatoire, parce qu'elle était dans la sécurité, dans la santé. Mais je dis non, excusez-moi, mais depuis quand il y a un texte qui oblige pour les personnes de santé de se faire vacciner? Ah bon? Mais je dis, mais excusez-moi, mais on en est à ce niveau-là. Et voilà la réalité. Quand vous avez des discussions qu'il faut aller chercher des gens du spectacle pour que les gens se fassent piquer comme des cobayes, pas comme quand vous entendez ça, mais c'est quand vous voyez les campagnes vaccinales comme si on est en train de vendre du fromage, parce que ce sont les mêmes qui font le pub pour Danone, qui font les campagnes vaccinales, j'ai l'impression de voir la pub pour Danone. C'est que entre pique-toi pour te sauver, qui tout ça, rien du tout, parce que je vous le dis que jusqu'à preuve du contraire, à l'état actuel des choses, vous n'avez pas un ministre
de la santé, un médecin qui a dit, vous êtes vacciné, vous ne risquez rien. C'est totalement faux, si quelqu'un le dit. Parce que bien au contraire, quand on dit en Israël, tout va bien, la vie est belle, pardon, il y a des morts, il y a des gens qui continuent à porter les masques, la distanciation, on me fait voir une rue, mais vous savez, si aujourd'hui tu enlèves les masques à l'extérieur, tu vas devant un café, tu ouvres le café, tu risques rien, il n'y a pas l'aérosol à l'extérieur et la transmission virale, excusez-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, personne ne l'a prouvé. Et tu photographies Paris avec un bar ouvert, tu vois les gens dire, oh, regardez Paris, la vie est belle, il n'y a plus de masque, plus rien. Mais parce qu'effectivement, à l'extérieur, les masques sont inutiles. D'ailleurs, vous prenez une ville comme Biarritz, les masques sont obligatoires seulement dans l'hypercentre. En dehors du centre, c'est pas obligatoire. Et le taux d'incidence est quasiment le même que dans d'autres gens. Donc, ça veut dire tout simplement que le préfet a pris une décision différente dans les Pays Basques, parce que les Pays Basques, les gens sont casse-couilles. Ça cogne là-bas. Alors, les maires, on la trouille parce que les Basques, ils ont la tête de mule. Au sens positif du terme. Hein. Voilà, chers amis, j'ai terminé. Je vous souhaite au revoir. Je rigole. Posez-moi des questions. Sinon, je vais faire un monologue. Ça va être ennuyeux. Déjà, juste, moi, je vais juste prendre la parole 2 petites minutes pour rassurer tout le monde dans le chat, parce que tout le monde veut savoir notre avis. Sachez qu'on est totalement, en tout cas, enfin moi personnellement, et je pense tout le monde ici sur ce live, on est tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, aujourd'hui, il faut décrire la situation comme une dictature sanitaire et des mesures liberticides. Et que ce soit Enzo, Idriss, Saïd, ici, on est tous conscients de ces choses qui sont faites depuis le début. Vous avez parlé d'obligation du masque, vous avez parlé du vaccin. On est tout à fait d'accord là-dessus et de toute façon, tout le monde pourra prendre la parole après. Mais moi, personnellement, je vous rejoins sur tous les points que vous avez énumérés. Et je pense la même chose des masques, en effet. Je pense que les tests qui sont faits ça montre la vérité, mais bien sûr, ça, les médias n'en parleront jamais, même si on apporte des preuves, des résultats. Ça ne sera pas mis au grand jour. Et vis-à-vis du vaccin, c'est pareil. Moi, personnellement, je sais que je ne le ferai pas. C'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi, qui a été fait en 3 mois et qui est imposé aujourd'hui d'une façon détournée. Donc, pour moi, c'est totalement, c'est des mesures liberticides, quoi. Voilà. Et c'est pas une façon de gérer la crise sanitaire. Pour moi, vous avez tout dit. Hein, comment dire vous avez résumé la situation. Après, là où j'aimerais rebondir, c'est quand vous avez parlé des jeunes. Effectivement, très peu de jeunes sortent parce que malheureusement, ils sont lobotomisés par les médias. Et puis, comment dire, le système veut les abrutir un maximum et ça marche très très bien avec tout ce qui est technologie, etc. Hein. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jeunes éveillés, mais il y en a quand même. Après, moi, je pense qu'il faut pas non plus mettre toute la responsabilité sur les jeunes, parce que je pense que, comment dire, je dis pas que vous l'avez fait, hein, mais comment dire, je pense que c'était aussi aux autres générations avant nous de bouger avant, de bouger tant qu'il était encore temps, parce que je sais pas si vraiment on a encore espoir de changer la situation, parce que je pense que là, nous sommes en dictature, on n'est plus du tout en démocratie. Pour moi, c'est même plus une dictature sanitaire, c'est une dictature tout court. Et voilà, moi, je pense que les générations avant, autant les jeunes maintenant, quoi. Donc, voilà. Par rapport à ça. Et si vous voulez... Idriss, oui. Je voulais dire que si j'avais eu une vision manichéenne de la position des jeunes par rapport à ce qui est en train de se passer, je n'aurais pas répondu à l'appel de votre live de ce soir. Je sais très bien qu'il y a des jeunes qui se bougent et le simple fait que vous soyez là ce soir et que je réponds oui, c'est parce que je souhaite que ma parole n'est pas une parole faite pour les gens qui ont 59 ans et demi. C'est une parole qui est pour tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de différence d'âge dans la pensée.
et je respecte la pensée de mes enfants. Mes enfants ont 16 et 14 ans, discute avec eux, parfois on s'énerve même, et je souhaite que mes enfants à 16 et 14 ans aient des idées qui soient déjà construites, puis d'une réflexion critique. Donc c'est pour cette raison que ce que je souhaite, c'est la force critique de la jeunesse, que quand j'étais jeune s'exprimait par Woodstock, s'exprimait par la liberté, l'amour. Moi, je suis né en 1961 et en 1974, 75, nous vivions déjà un peu cette aspiration 68 arde dans notre champ. Mais chaque époque, mais nous étions présents, on a fait des manifs, on était là. Donc aujourd'hui, ce que je revendique un peu, et j'espère vraiment que quelque chose bouge, c'est le fait d'avoir un plus grand nombre qui puisse s'exprimer quand même. Parce qu'aujourd'hui, le simple fait que le président de la République vous donne 15 séances chez le psy. Mais moi je n'ai pas vu les réactions fortes que je m'attendais. Parce que tu es en train de répondre à la détresse des jeunes, au massacre que tu as fait dans les écoles, au massacre que tu as fait dans les universités, au massacre que tu as fait alors que ces personnes ne risquaient rien. Et quand je dis rien, si ce n'est peut-être une grippe banale, tu les as traités de malades, tu les as enfermés comme les autres, et tu leur donnes 15 séances chez le psy. Mais excusez-moi, mais là aussi, moi je trouve que soit on a perdu le sens critique, mais c'est une honte scandaleuse. Redonne-moi la liberté, redonne-moi l'école, redonne-moi les profs, et les profs c'est couillon. Au lieu de défendre leur truc, avoir la trouille pour aller enseigner à la fac, aller enseigner à l'école, ils risquent quoi? Rien. 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 Ils ne risquent rien. Parce que, sauf si tu es malade, tu as de comorbidité. Sinon, je le répète, statistique 0, 44 ans, 0 mort, 65 personnes touchées, et ils étaient avec des comorbidités. Des personnes qui étaient quasiment vouées à la mort, parce que quand on regarde, ils étaient avec un cancer, ils avaient des leucémies, des situations immunodépressives gravissimes. Voilà la réalité. On a créé le délit de bonne santé, ce que j'avais dénoncé il y a des mois, qui était repris par un journaliste de e-télévision, le délit de bonne santé. Le délit de bonne santé. Alors que normalement, on est dit, moi c'est parce que qui on a sanctionné? Toutes les personnes qui étaient en bonne santé. Ceux qui ont payé des PV et qui sont condamnés sont tous les gens qui sont en bonne santé. Et quand vous regardez la politique, le comité scientifique a changé du fusil d'épaule quand on leur a dicté la ligne. Parce que le conseil scientifique, dans les premières opinions, ne parlait pas du tout du confinement global. Il parlait du confinement que les personnes âgées, que la maladie touchait. Et donc, au début, et après, comme par hasard, changement radical de politique, vous avez vers le 15 avril, au mois de février, une position exprimée, et au mois de mars, tout de suite, il faut confiner, la situation est grave, etc. Alors qu'au début, dit, c'est une maladie qui touche les personnes très âgées, d'ailleurs, personnes très âgées, qui meurent quasiment, pas quasiment, même au-delà de l'âge médian, de l'âge, je dirais, médiane des personnes âgées. C'est-à-dire que la moyenne, c'est 85 ans, mes enfants, hein. Je dis pas qu'à 85 ans, on n'a pas le droit de mourir, mais on peut mourir. Ça fait partie de la vie. Et c'est en plus, quand vous pensez, vous connaissez pas les EHPAD, moi je les connais parce que j'ai travaillé pendant des années pour les investisseurs en EHPAD. Quand vous allez à l'EHPAD, vous avez beaucoup de gens qui sont dans un état catastrophique, qu'on garde en vie, avec 20 pilules par jour, hein. Ça veut dire que tout simplement, on traite la retraite jusqu'au dernier souffle de la personne, parce que ce sont ceux qui bénéficient de la retraite des 30 glorieuses. Et dans les EHPAD, vous n'avez pas des pauvres gens. Dans les EHPAD, la plupart des EHPAD exploités par les grands sont des gens qui étaient des cadres, qui ont des retraites de 2 000 ou 3 000 euros, qui est totalement sucré par les grandes entreprises, comme Orpea, comme Corian, ces gens-là, qui se font de 200 millions d'euros de bénéfices, chers amis. D'accord? Parce que vous prenez Orpea, c'est une première structure en Europe, d'origine belgo-française. En réalité. Et là, on est en train de vendre, on a vendu, parce que, alors on dit, oui,
Quand vous citez, je cite les Big Pharma, oui, parce que les Big Pharma, quand vous savez l'argent qui est versé chaque année en Europe par les Big Pharma pour soutenir leurs médicaments, c'est sur le site, vous avez un site dans lequel vous pouvez connaître l'argent qui est versé. C'est 90 milliards, hein. 90 milliards d'euros versés en Europe pour soutenir les médecins et les labos. 90 milliards, chers amis, c'est une somme pharaonique. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, on dépense 18 millions d'euros par jour pour les tests PCR, quand vous pensez que, au lieu de mettre des aspirateurs d'air qui sont ionisants, qui peuvent effectivement tuer les bactéries, purger l'air, et même au niveau des virus, les ionisants arrivent à combattre les virus, c'est prouvé, qui coûtent autour de 1 000 euros, il y a 580 000 écoles, classes d'école en France, avec grosso modo 500 millions d'euros, on pourrait avoir des trucs dans toutes les classes. On préfère dépenser l'argent à soutenir tout le monde à la maison, au lieu de mettre 500 millions d'euros pour acheter, et j'ai dit un prix public, hein, 1 000 euros, 950 euros. Quand vous avez qu'un détecteur de dioxyde de carbone qui sert pour parler de la propriété d'une classe en termes d'oxygène coûte 70 euros, quasiment le même prix qu'un test PCR. Et on n'est pas capable d'en acheter un par classe. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes, qu'on nous prend pour des cons. Moi, je bosse mon sujet. Je bosse mes sujets. Un oxymètre coûte 25 euros. Un oxymètre que vous trouvez dans les écoles, que devrait être dans toutes les classes de France et de Navarre. Pourquoi? Parce que mesurer le taux d'oxygénation des enfants, ce n'est pas complotiste, c'est seulement dire, est-ce que les enfants sont-ils en hypoxie ou pas? Et dans l'après-midi, la plupart des enfants qui portent le masque sont en hypoxie. Donc voilà. Est-ce que ça, c'est du complotisme? Mais moi, j'ai l'huissier de justice avec le constat qu'il sort, l'enfant sort d'école avec le masque, mesure, ok, 88, 92. Voilà, j'ai rien inventé. Moi, je suis pas là pour dire, j'ai dit simplement, voilà ce qui se passe. Je vous rassure, hein, on est tous passés par là, on s'est tous fait déjà insulter de complotistes parce que ça dérange les gens qu'on ne soit pas d'accord avec la pensée unique des médias et du gouvernement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après, je voulais avoir un de vos ressentis. Après, je m'arrête, je laisse les autres parler. Mais je voulais avoir un ressenti par rapport à la phrase que Macron a lâchée lors un de ses discours. Nous sommes en guerre. Qu'avez-vous pensé de cette phrase? C'est une phrase débile qui fait partie de la stratégie de la terreur. On n'est pas en guerre contre un virus. Un virus n'est pas un ennemi. D'abord, sur un plan strictement biologique. Les virus font partie de la vie. Les virus, à certains égards, sont des amis de l'être humain. Parce que les virus ont participé à la construction de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Comme il disait quelqu'un, nous sommes une superposition de virus. On est ce que nous sommes parce que nous avons dépassé les virus dans cette bataille de la vie. Donc c'est pas une guerre. Le virus n'est pas un ennemi de l'homme. Il y a des virus qui ont participé même à la croissance de l'homme. Des virus qui vivent avec l'homme, qui vivent dans notre nature, dans la société. Ils font partie d'un métabolisme basal de la nature qui fait partie, comme les bactéries, comme le reste. Il y a des bactéries qui sont mauvaises. Notre corps est rempli de bactéries qui mangent, qui participent à notre équilibre intestinal. Voilà. Il y a des virus qui ont participé à nos immunités, en étant des virus qui étaient dangereux, mais qui ont participé à des immunités beaucoup plus larges, parce qu'ils touchaient, ils ont mis en place un système immunitaire qui était très fort. Aujourd'hui, on dit même que ceux qui ont eu la grippe, en principe, seraient même immunisés de la Covid, parce que la base du SARS-CoV, etc., est très proche. Donc, au fond, les virus, c'est pas un ennemi. L'ennemi, c'est un ennemi physique, c'est un autre humain qui tente de m'enlever mon territoire, qui veut prendre ma maison, qui veut prendre mes enfants. Un ennemi, on sommes en guerre contre le djihad, contre celles et ceux qui veulent imposer une religion, quelle que soit la religion, hein, par la guerre et par les armes, par la mort.
Ça, c'est la guerre, mais pas un virus. Il fallait ce terme-là pour commencer tout de suite dans la terreur, pour justifier toutes ces mesures qui étaient tout de suite des mesures attentatoires. Et malheureusement, quand je parle de dictature, je rajoute l'adjectif dictature sanitaire. Parce qu'une dictature tout court, et certains aspects, elle fait moins peur. Parce qu'une dictature tout court, on est connu. Alors qu'on dit, si on se barre, on arrivera à la vaincre. Mais la dictature sanitaire joue sur l'emprise de la santé, qui est beaucoup plus pernicieux. C'est-à-dire que quand le dictateur t'impose en tant que dictateur, tu n'arrives pas à comprendre, tu peux te rébiffer, tu peux réagir. Mais quand on t'impose des mesures en disant oh, « mais c'est pour ton bien, c'est pour ta santé », ah, tu veux pas faire ça? Ben, tu n'es pas solidaire avec le peuple, tu n'es pas solidaire avec les autres, tu veux pas mettre le masque, oh, tu es dangereux, parce que ne portant pas le masque, tu mets en péril la santé des autres. C'est beaucoup plus pervers. C'est beaucoup plus tordu. Parce qu'effectivement, à travers ça, on a une forme de paravent, de justificatif qui ne permet pas facilement aux gens de dire, mais non, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour notre bien ou parce qu'ils nous veulent du mal? Et pour beaucoup de gens, tout le monde était confiné, à 20h le soir, applaudissaient les infirmières, on est tous là, convaincus que c'était, oh, c'est merveilleux, oui, effectivement. Vous imaginez ce qu'on a vécu? Et vous imaginez aujourd'hui l'évolution, les gens n'applaudissent plus les infirmières et les médecins. Parce qu'ils disent peut-être, bon, ils prennent un tout petit peu pour un con, là. Parce que tout ceci, maintenant, on sait que c'est une méga connerie, parce que même le professeur Delfrécy a signé un article dans le Lancet le 18 janvier, dans lequel il dit que le confinement était inutile. C'est quand même phénoménal de voir ça signé par le professeur Delfrécy, président du Conseil, mais il ne fait que confirmer ce qu'il avait déjà dit au mois de février, qu'effectivement, le confinement ne pouvait pas concerner la population parce qu'il était inutile. Il devait concerner surtout les personnes qui étaient à risque ou qui étaient effectivement en état de faiblesse. Mais n'importe qui. Je veux dire, même ma mère, quand il y a la grippe, je dis pas à maman, sort à poil, va faire les courses au supermarché avec un t-shirt à moins 15. Ah non, mais s'il y a une grippe, même ma mère, quand il y a la grippe, j'ai dit à maman, protège-toi, prends des vitamines, on commence. Ça fait des années que je donne à ma maman de la vitamine D, de la vitamine C, du zinc, parce que la grippe peut être aussi dangereuse. Il y a eu des milliers de morts à la suite de la grippe. Faut le reconnaître, bien sûr. Et on a un vaccin qui a été étudié depuis des années, mais du fait que la grippe évolue, et alors chaque année, le variant de la grippe est plus puissant que le vaccin lui-même, et comme par hasard cette année, plus aucun malade de grippe, plus aucun décès de grippe, ils sont tous morts de la Covid. Et quand vous allez effectivement sur le réseau Sentinelle, que vous voulez voir la vérité, parce que le réseau Sentinelle, je le rappellerai à tout le monde, c'est le réseau qui a toujours été le réseau qui a permis d'alerter les situations bactériennes ou virales, parce que c'est le réseau qui donne les remontées de tous les médecins de France et de Navarre. Aujourd'hui, vous avez il y a plus de danger avec la diarrhée en France en ce moment pour le réseau Sentinelle que la Covid-19. Je vous mets au défi d'aller regarder, taper réseau Sentinelle ou regarder le rapport. Voilà. Et vous verrez, cas de diarrhée très important. Donc, aujourd'hui, mes chers amis, allez acheter du papier toilette parce que vu le nombre de diarrhées qu'il y a, on risque d'avoir pénurie de papier toilette dans nos supermarchés. Mais pas de Covid. Chers amis, j'ai vu quelqu'un qui dit, est-ce que vous avez créé un collectif? Je dis aux gens qui ne me connaissent pas que je suis le président d'une association qui s'appelle Réaction 19, dont vous trouverez le site www.reaction19.fr, et sur le site de Réaction 19, vous avez un ensemble d'informations. Vous verrez tous les actes que nous avons faits, plainte contre les masques, plainte contre les vaccins, plainte dans l'affaire Remdesivir. Nous avons fait une quantité d'actes très importants sur l'état du droit et il y aura encore de belles surprises qui vont être publiées demain, après-demain, c'est-à-dire
concernant le protocole sanitaire, l'illégalité, concernant le problème de l'interdiction de manger en boire dans la rue. Vous allez voir plein de notes juridiques très importantes. Une note sur l'article 61.1 du Code de procédure pénale qui permettra à beaucoup de personnes d'éviter de se faire emmerder par les policiers, par les gendarmes. Ce sont des choses, c'est ça mon travail. Mon travail, c'est faire du droit. Rien que du droit. Et vous imaginez un peu à quel point cela a un peu emmerdé les gens. Faire du droit. Dire ce que vous écrivez là, c'est une connerie. Ce que vous dites là, et regardez, j'avais dénoncé la totale absurdité des fameuses zones écarlates, rouge écarlate. J'ai tout ceci n'a aucun fondement légal. Tout ceci, c'est du pifomètre. J'avais raison, ça a été enlevé. Quand j'ai parlé du registre qui était contraire aux règles de la protection de la vie privée, et la CNIL est en train de disant oui, il faut pas laisser le registre parce que tout ceci sont des choses que j'ai dénoncées. Quand j'ai parlé au niveau des PV, vous savez qu'il y a des centaines et milliers de PV qui n'ont pas été payés en contestant avec le formulaire, d'autres qui ne sont pas acceptés. Mais encore là, j'ai reçu encore sur Facebook quelqu'un qui remerciait parce qu'effectivement, à travers les contestations utilisées du site, il n'y avait plus. Et tout ça, il y a comment on peut ouvrir pour un restaurateur, en créant une association, en pouvant faire ce qu'il veut. Tout ça, je l'écris, c'est sous le site. Vous avez toutes les vidéos, dans lesquelles je rappelle, selon les règles légales, les règles qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale, qu'il n'y a aucune règle qui impose. Ça s'appelle une extorsion de consentement quand on fait du chantage, qu'on dit, si tu ne devais pas vacciner, tu ne pourras pas faire cela. Chers amis, tout ça, vous l'avez. Vous avez les explications sur ce qui est la question du port du masque, avec la question de l'attestation du certificat médical, qu'on n'a pas besoin d'énoncer l'état d'handicap parce que ce sont des informations qui relèvent du secret médical qui doit être gardé dans le dossier médical de la personne et qu'un médecin a le droit de faire un certificat. Il est dans son rôle, la seule chose, qu'il doit examiner l'état d'handicap, mais pas handicapé cotorep. L'état d'handicap, ça veut dire est-ce que j'ai un problème d'handicap au niveau du poumon qui me permet pas de respirer convenablement. Mais voilà mon travail. De dire qu'aujourd'hui, un protocole sanitaire qui dit qu'avec un cas Covid, il faut former une classe est totalement illégal et illégitime parce qu'il n'existe pas de disposition qui donne le pouvoir au ministère de l'Éducation nationale, à M. Blanquer, au rectorat de prendre des dispositions relatives à la Covid. Et tout ceci sera mis demain sur le site. Et ça fait peur. Parce que combien sont les personnes qui aujourd'hui ont le courage de contester, mais avec des arguments, c'est ce qu'est en train de faire ce gouvernement en utilisant les décrets et la loi, n'en parlons pas. Le législateur, il est aux objets abandonnés. Vous allez rue de Morillon à Paris, c'est la rue où il y a les objets perdus. Vous dites, vous allez chercher, bonjour, je viens chercher le Parlement et les députés et les sénateurs aux objets perdus. Voilà la réalité. Enzo ou Saïd, ouais, vous n'avez pas encore réagi, donc si vous voulez. Vas-y, Saïd. Je vous écoute. J'ai dit au revoir à ma femme. À tout de suite, chérie. Voilà, alors du coup, je vais parler moi et Enzo, tu parleras après. Moi, j'aimerais juste revenir du coup un peu sur le passé. C'était le mot dictature sanitaire. On peut pas dire qu'on peut pas employer le mot dictature sanitaire, sachant qu'en réalité, on a une dictature depuis bien avant l'arrivée du Covid. Si on revient sur le passé, déjà, tous les manifestations qu'il y a eu, qui étaient réprimandées par des actes de la police, des violences policières, on peut dire le mot, hein, par des violences policières, tous ces arrêtés préfectoraux qui sont sortis interdisant les gens d'aller manifester, alors que le droit de manifester est un droit fondamental en France. Pour moi, déjà, c'était déjà des règles dictatrices. On était déjà sous dictature, sauf que les gens, en fait, ont ouvert l'esprit et ont ouvert les yeux seulement, avec cette arrivée de masques obligatoires pour les enfants, ce masque obligatoire dans les rues, ce vaccin obligatoire qui va arriver, ce passeport vert, excusez-moi du mot, c'est le passeport vert qui va te dire si tu es vacciné, si tu as fait un test PCR. Donc déjà, le secret médical va être bafoué totalement. Là, c'est encore une fois, on rentre encore plus profondément dans cette dictature et malheureusement, les gens ouvrent les yeux seulement maintenant. Mais bon, on dit quand même vaut mieux tard que jamais. Mais on aurait dû faire des choses bien avant et peut-être que ce qui se passe en ce moment ne serait pas arrivé.
Saïd, je me permets de dire une chose. Si nous voulons grandir avec un esprit critique, il faut donner aux mots leur juste signification. Le fait que tu puisses avoir eu déjà, et je le dis, je suis absolument d'accord avec toi, depuis des années que nous avons une perte progressive des libertés, ça ne faisait pas de la France une dictature. Le mot dictature, au sens juridique du terme et constitutionnel du terme, est quand tu n'as plus la séparation des pouvoirs, mais qu'un même pouvoir détient l'ensemble des pouvoirs entre ses mains. Ça s'appelle la dictature. Tu n'as pas de dictature quand tu as, dans le respect du principe posé par Montesquieu dans l'esprit des lois, que tu as une trilogie républicaine qui se fonde sur un pouvoir législatif, qui ne se confond pas avec un pouvoir exécutif, et qui ne se confond pas avec un pouvoir judiciaire. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, quand il s'agit de liberté publique, quand il s'agit de droit constitutionnel, tu as aujourd'hui le pouvoir exécutif qui a reçu par délégation du Parlement l'ensemble des pouvoirs qui sert à régler toutes les libertés. Donc déjà, le pouvoir législatif n'intervient plus sur la gestion des libertés. Et tu n'as pas un juge, un tiers, impartial, qui va juger entre l'administration, l'État et toi, administré, citoyen, l'éventuel conflit sur liberté. C'est là que je donne la définition de dictature. Pourquoi? Parce que à partir du moment qu'on a voté la loi du 23 mars 2020, nous avons eu la fin. Si la République est en train de mourir, la démocratie était mourante, là on a sonné le tocsin. C'est à partir de la loi du 23 mars, on a créé un état d'urgence sanitaire qui n'existait pas. On a pris les libertés des 17 articles du 26 août 1789. On les a piétinés. Et on les a détruits, bafoués, foutus à la poubelle. Les principes du bloc de causalité ont été piétinés par le législateur lui-même, par l'exécutif, mais aussi par le Conseil constitutionnel, qui est devenu un larbin au service de l'exécutif, comme le fait le Conseil d'État. Donc c'est pour cette raison que je tiens à dire que nous avions bien sûr nos libertés qui étaient déjà en péril, mais on pouvait encore discuter, se battre, avoir des tentatives de bataille juridique. Mais depuis que nous avons vécu la Covid et nous sommes là on est dans la vraie dictature, parce que la séparation des pouvoirs n'existe plus depuis le 23 mars 2020, date du vote de la loi qui a modifié les articles 31, 31, péditré 1 et suivant du Code de la santé publique. Mais si on regardait justement avant d'arriver à cette loi du 23 mars 2020, donc avec l'alerte sanitaire, etc., juste avant, on a eu plusieurs lois liberticides aussi qui sont arrivées, et cette loi du 23 mars, en fait, a été le coup de grâce qui nous ont lâché, en fait, tout simplement. Parce que si on regarde, on a eu la loi retraite, on a eu la loi qui interdit de fumer les forces de l'ordre. C'est pire. C'est pire. C'est pas un coup de grâce. C'est vraiment une loi, c'est la loi dictatoriale par sa nature. C'est pas un coup de grâce. Parce qu'un coup de grâce, là, c'est un coup de grâce, c'est quand tu donnes vraiment que la personne est presque morte. On n'était pas encore à ce niveau-là. Mais là, ça a été la mise en œuvre de quelque chose, une loi de cette nature, qui va conférer tous les pouvoirs sur toutes les libertés fondamentales de la vie. La liberté de s'exprimer, d'aller venir, de manifester, de travailler, de l'entreprise, du commerce. Tout d'un seul coup, c'était du jamais vu. On avait l'état d'urgence de 15 jours quand effectivement il y a un état de guerre. Mais ça, c'était une situation qu'on peut comprendre. La guerre, il faut réagir vite, il y a un ennemi qui arrive avec des chars armés. Mais là, pour un virus, tout ça, pour un virus, il ne s'agit même pas de chercher
des explications trop philosophiques, parce que sinon on fait du rampant Covid. On est tous en amour, la vie est belle, les êtres humains sont en paix. Pas du tout. Tu vois, il faut, comme on dit, dans les pain, le pain, les vino, le vino, dit l'italien. Faut parler, dire pain, c'est le pain, le vin, c'est le vin. Et qu'à un moment donné, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de la réflexion et de l'action. Parce que sinon, on fait de la philosophie. On philosophe. Alors, on philosophe, moi, je dis que la philosophie est belle, mais à un moment donné, elle vient pour l'étudier, pour la faire. Moi-même, j'en ai fait de philosophie. J'ai eu même une très belle note de philosophie de droit. Mais ça me sert aujourd'hui pour comprendre, pour avoir un outil pour saisir. Après, la vie n'est pas de la philosophie. La vie ne se confond pas avec la philosophie. La philosophie est un outil de compréhension de la vie. Après, la vie, il faut la vivre. Il faut la vivre en première personne, en tant que protagoniste. Se battre et penser qu'on n'est pas éternel, qu'on est de passage sur ce bonhomme de chemin. Et Enzo, du coup, il restait toi pour ton petit avis. Après, si vous êtes tous d'accord, on essaiera de répondre à quelques questions du chat, du coup. Enzo, Ouais. tu as des questions? Bah, Posez-moi des questions, mettez-moi en difficulté. J'ai l'impression de faire un monologue. moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Après, tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas assez de jeunes éveillés, c'est vrai. Mais en tout cas, il y en a de plus en plus qui s'éveillent, j'ai l'impression, en tout cas. Parce que moi, je vois, il y a quelques mois encore, tout le monde portait les masques. Les gens avaient vraiment peur, j'ai respecté la distanciation et tout. Et maintenant, je vois des jeunes, même avec qui je traîne, ils portent le masque, certes, mais c'est surtout pour éviter l'amende, en fait. Parce que pour eux, ils veulent pas forcément se prendre 135 €. Et il y en a qui portent le masque juste pour ça, mais qui savent très bien qu'il est inutile. Donc, il y a quand même des jeunes qui se posent des questions. Et c'est en partie grâce à des gens comme vous, maître Carlo Alberto Boussa, parce que vous prenez la parole sur des plateaux, vous avez des arguments, vous prouvez qu'il faut pas le mettre, quoi. Et du coup, ça fait réfléchir les gens. Après, ils se renseignent par eux-mêmes. Donc, grâce à des gens comme vous, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent et ça va peut-être permettre de faire bouger les choses. En tout cas, comme disait Idriss tout à l'heure, c'est certes, il aurait fallu se bouger avant, mais là, on a encore une petite chance de pouvoir faire bouger les choses, mais dans quelques temps, on ne pourra plus. Il va y avoir le pass sanitaire qui va arriver. Si on n'est pas vacciné, on ne pourra plus faire plein de choses. Non, ne parle pas comme ça, Enzo. Il ne parle pas comme ça, parce que, tu vois, le simple fait de parler comme ça, c'est déjà un acte de faiblesse. Moi, je dis toujours, tu vois, et là, si je me permets de parler comme ça, tu as l'âge de mon fils, il faut absolument penser que le seul veut dire oui, si on a, non. Aujourd'hui, sortons tous les arguments que nous connaissons sur le fait que ces merdes de produits qu'on appelle des vaccins, parce que c'est de la merde, sont des produits qui n'ont pas été testés, qui n'ont pas été mis sur le marché dans le respect des règles légales. On n'a même pas besoin de faire de l'interprétation. Tu vas sur le Vidal, il n'y a pas écrit vaccin, il a écrit produit, etc. Donc, si cela, nous avons le courage de l'expliquer, avant de penser, s'il n'y aura pas de vaccin, non, commençons à faire barrage pour qu'effectivement, ils puissent arriver à leur stratagème, qui est celui d'arriver à 51% des gens qui soient vaccinés pour dire aux autres 49, vous êtes en minorité et maintenant vous devez vous plier. Évitons qu'effectivement cela arrive, parce que aujourd'hui, moi, je vous le dis de manière très claire, si je suis obligé de me vacciner, je me barre dans ce putain de pays, je vous le dis, je laisse tout, je m'en fous du cabinet, je ferme, ou je le dis à mes collaborateurs, vous le gardez, parce que je ne ferai pas cela. Il faudra passer sur mon cadavre, parce que moi, j'ai pas envie d'être un cobaye. J'ai vécu jusqu'à là, j'ai survécu, je suis là, et je préfère vivre comme ça qu'aller mourir piqué comme une bête. Mais Maître Non, Carnot, mais je suis du d'accord coup, avec vous vous, dites hein. que si jamais le vaccin arrive, que vous quittez la France, mais le problème, c'est que c'est plus seulement en France, c'est mondial, c'est dans tous les pays qui Je sont m'en prêts fous, d'obliger ce j'irai à vaccin. un endroit et je te donne ma parole que je trouverai un endroit dans lequel je vivrai ma vie sans être piqué. C'est tout. Je le trouverai. Et pour le moment, c'est pas tout le monde. Parce que je vais donner la liste, cher ami. Je vais donner la liste. Tu sais, hein, quand je donne les pourcentages, parce que moi, je suis quelqu'un qui, voilà, je peux donner les pourcentages. Ils sont où? J'ai le truc dans lequel j'ai les pourcentages. Si tu vois les pays, donc ils sont où? J'ai tellement de feuilles. Voilà. Alors, je te donne une idée. Si tu veux aller, tu vas
tu vas, vaccination dans le monde, qui est le pourcentage de population vaccinée. Vous pouvez y aller, vous le trouvez, c'est officiel, d'accord? Ce document-là est un document qui donne jour après jour le niveau de la vaccination. Alors, je peux te dire que des pays, il y a grosso modo 30 pays qui sont au niveau, même pas, 20 pays qui sont au niveau de 38% de la population avec une picouse. Tout le reste, il y a 120 pays, il y en a 192 au monde, tout le reste, tu verras, et vous verrez, tous les pays, les autres pays, alors à 9,66, à partir de la Bulgarie, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, je veux dire, je n'ai même pas besoin de le faire. Tout ça, c'est, je vous le mets. Regardez, 0,2%. Regardez. Voilà. Donc, ce n'est pas vrai que tout le monde... Allez le voir. Tapez, vous tapez sur Internet, vous trouvez très facilement vaccination dans le monde, quel est le pourcentage de la population vaccinée? C'est sortiraparis.com. Et vous avez tous les chiffres mis à jour, jour après jour. Ça, c'était le chiffre que j'avais fait pour mon direct vendredi, 23 avril 2021. Pays qui ont... alors, tu as les îles Falkland, 75%, mais une picouse, hein. C'est pas... Attention, quand on parle des îles Falkland, c'est 2632 personnes. Après, tu as les Seychelles, le Bhoutan, Israël, l'île de Man, Sainte-Hélène, Palau, île Caïman. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, à 32 pour arriver à 21,85%. Tous les autres pays du monde, au moins de 21,85%. Donc, chers amis, on doit être beaucoup plus concret sur les choses, parce que c'est ça qui est déterminant. Et ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas parce que de toute façon, à l'état actuel de choses, nous sommes en phase de cobaye à valeur réelle. Comme par hasard, il y a eu à Épernay 320 personnes qui ont été chutées avec du sérum physiologique. Comme par hasard. Ah, on dit oui, c'est une erreur parce que pour préparer le vaccin, il faut utiliser du sérum physiologique, etc. Mais ils prennent les gens pour des cons ou quoi? 325 personnes avec du sérum physiologique, quand tu sais quelle est la délicatesse et la complexité d'utiliser le Pfizer-BioNTech, il sort de 80 degrés, tu as 5 jours pour le servir à 5 degrés, et ensuite tu peux te sortir 5 doses par chaque, et il y a écrit dessus vaccine avec le nom du vaccin du Pfizer-BioNTech, et tu me dis que tu t'es trompé, que tu as fait 320 doses de sérum physiologique. Vous savez comment fonctionne un essai randomisé? Un essai randomisé fonctionne avec du placebo et du vrai. Et pour faire du placebo, quand on fait une picouse, on pique quoi? Quand vous avez un liquide qui est égal à l'eau, vous mettez du sérum physiologique. Et ceux qui sont piqués ne le savent pas. Comme ça, vous allez tester et voir quels sont les effets et quelles sont les conséquences des gens qui ont été sous placebo et ceux qui ne le sont pas. Comme par hasard, 325 personnes à Épernay ont été tous piqués au sérum physiologique. Je comprends 5 ou 6 erreurs, mais pas 325 personnes. Ah, naturellement, dans les mainstream, on a la même répétition parce que l'information en France est faite par l'AFP. Donc l'AFP a dit, pour le moment, une enquête était ouverte pour savoir comment se peut-il que cette aurait été commise. Mais moi, j'aimerais bien aller voir combien de fois on a piqué avec du sérum physiologique. Parce que c'est le seul moyen pour déterminer les effets. Vous ne pouvez pas mesurer les impacts si vous ne faites pas du travail avec du placebo. Tous les essais d'un médicament se font avec le vrai médicament et ensuite le placebo concomitamment. Les personnes ne sachant pas qui est sous placebo et sous médicament. Après, vous savez, je le dis là parce que j'ai mon intuition qui est fruit maintenant de l'expérience. Mais quand je dis des choses comme ça, là, je me fais traiter de complotiste, de fake news. Après, il faut attendre un peu parce que quand je disais des liens capitalistiques avec
C'était fake news. Après, je mets tous les liens capitalistiques sur le site. On parle plus de fake news. Quand je parle que Fauci a financé One, fake news. Après, je mets le financement de Fauci sur le site de Réaction 19, ce n'est plus une fake news. Quand les Échos parlent que Scott aurait investi 1 milliard pour améliorer sa chaîne de montage pour les flacons de Pfizer-BioNTech, c'est-à-dire à moins de 100 degrés, c'était fait au mois de mars 2019. C'est pas moi qui le dis, c'est les Échos. Tout, voilà comment fonctionnent les choses. Et quand je le dis, j'avais dit une fake news. Après, bien sûr, je peux avoir et recevoir des informations qui sont couvertes par le secret parce que je suis aussi avocat et les gens me disent, Maître Bozat, je vous donne cette info, mais je vous demande de ne pas révéler la source. Ça fait partie du jeu normal. Après, j'ai le droit de dire ce que je veux. Si quelqu'un veut contester, conteste. Moi, je dis ce que je veux parce que j'ai le droit de dire ce que je veux. Quand je parle des flacons de Scott, j'ai le droit de dire ce que je veux. Voilà. Mais c'est sûr que si aujourd'hui, on se fait inspirer par l'Allemagne sur notre politique et sur nos choix juridiques, on fait fausse route, parce que je rappellerai qu'il y a 80 ans, en Allemagne, il y avait le nazisme, et qu'il y a 80 ans, on brûlait les gens à Auschwitz, et qu'il y a 80 ans, on utilisait la médecine pour faire des magnifiques opérations, magnifiques au sens métaphorique du terme, au sens crétin du terme. Voilà. Mais j'avais un autre truc que je voulais vous parler, du coup, Maître Carlo. Je sais pas si vous êtes au courant ou pas de cette application cette application, ce paramètre. Je vais peut-être vous l'apprendre en même temps. Ce paramètre qui est arrivé sur les téléphones. Donc, chez iPhone, ça fait déjà un petit moment que c'est arrivé. Ça s'appelle notification d'exposition. En fait, c'est activé automatiquement. Ça vous dit s'il y a quelqu'un de positif à vos alentours, si vous devez vous faire tester. Là, c'est arrivé chez les Android également. Ça s'appelle notification COVID-19. Donc, c'est dans tous les paramètres des téléphones et elle est activée automatiquement. Donc, du coup, j'invite les gens qui ne sont pas au courant à le désactiver. Et je voulais savoir, du coup, avec vous, est-ce que c'est légal ce qu'ils ont fait d'intégrer cette application dans notre téléphone et de l'activer automatiquement? Cher ami, il est clair que ce type de programme est un programme qui porte atteinte à beaucoup de principes. Et il est clair qu'on porte atteinte au principe de ce qui est aussi l'état de santé des personnes, qui relève du secret médical. Mais aujourd'hui, il est clair que face à tout ce que nous avons déjà subi comme atteinte à la loi, ils en ont rien à foutre. Ça veut dire tout simplement que tu peux aller contester, tu peux aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, tu peux aller où tu veux. De toute façon, tu pisses dans un violon. Parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui, même la Cour européenne des droits de l'homme, ce sont des juges qui ne sont pas du tout objectifs. T'en as beaucoup qui sont des gens de Soros et financés par Soros, qui sont juges à la Cour européenne. Et d'ailleurs, tu as vu la Cour européenne qui a dit que de toute façon, les vaccins, c'est une magnifique chose pour la sauvegarde du société démocratique. Et tu crois qu'ils se posent des questions? Quand Stop Covid, il modifie le programme pour insérer déjà les éléments du QR code et pour insérer déjà les informations vaccinales, ils ont compris qu'il fallait déjà exploiter le fait qu'il avait été téléchargé 10 millions de fois, qu'au lieu d'aller faire un nouveau programme, on allait impliquer celui qui était déjà chargé, en y ajoutant des mises à jour pour permettre en réalité de voir que déjà 10 millions de personnes, tu peux les considérer comme des personnes que tu peux utiliser comme un mécanisme smartphone justificatif de vaccination. Et l'extension a été faite dans Stop Covid. Aujourd'hui, dans Stop Covid, dès lors que tu es vacciné, automatiquement, l'information remonte dans ton téléphone et dans ton Stop Covid. Aujourd'hui, mémorise le fait que tu étais vacciné. Donc, ce que tu as dit, je l'avais vu. Je suis entré sur mon téléphone iPhone pour faire le nécessaire. Et déjà, il y a peut-être un mois et demi ou 2 mois. Et je l'avais dit lors d'un Facebook ou d'un YouTube, hein, je rappellerai tout simplement que pour parler comme j'ai parlé, ils m'ont quand même fermé une chaîne qui s'appelait Réaction 19 Web TV, qui avait 75 000 adhérents, a été fermée par la censure sur dénonciation, que Réaction 19 Web TV est à son 2e avertissement, je sais très bien qu'ils vont me la fermer inéluctablement, et qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai créé Réaction 19 pour faire le direct sur des lives. Comme ça, les gens pourront, des lives au moins, c'est pas rattaché à YouTube, et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens quittent YouTube pour la réalité malheureuse. Et je constate quand même que Facebook, plus ou moins, arrive encore à respecter un certain pluralisme. Je ne sais pas comment.
Je sais pas, c'est parce qu'effectivement, c'est pas le même propriétaire et que la bataille entre Facebook et Google va permettre peut-être de pouvoir faire regagner des impacts. Et d'ailleurs, ce que je constatais, c'est que Facebook a regagné énormément depuis le réseau parce que du fait qu'il censure beaucoup moins, moi j'arrive à faire mes 70 000, 80 000, voire 100 000 vues dans le cas de Facebook, ce qui est assez phénoménal. Alors que YouTube, avec son algorithme, même quand j'étais à 115 000, je n'arrivais plus à faire que plus que 10 000, 15 000 vues parce qu'il m'avait déjà resserré la vis par mes propos et le fait que je me battais contre la dictature sanitaire, etc. Et après, n'en parlons pas. Ça a été, il y a quelqu'un qui écrit, Myriam dit Facebook, il n'y a que de la censure. Eh ben, je peux dire non parce que la même vidéo qui m'a fait censurer et fermer la chaîne YouTube, vous la retrouvez sur Facebook, elle n'a pas été censurée. Moi, vis-à-vis de la censure Facebook, c'est juste pour dire que c'est moyen niveau de la censure. Nous, sur notre page, on vient de vivre là quelques semaines de censure complète avec limitation des partages, filtrage des commentaires, suite à une vidéo qui a quand même pas mal tourné, plus de 2 500 000 personnes touchées. L'affaire a été médiatisée, etc. Et Facebook a lancé des avertissements à tous ceux qui avaient, donc aux 40 000 personnes qui ont partagé la vidéo, et nous ont totalement bloqués pendant, je sais même pas, 2-3 semaines. On a vraiment été limité, on n'avait plus rien sur la page. Donc c'est vrai que Facebook aussi. Alors on a lancé à YouTube maintenant, mais pour l'instant on connaît pas la censure YouTube. Mais c'est vrai que Facebook nous a pas loupé sur une ou deux publications en tout cas. Je suis absolument d'accord, mais ne t'inquiète pas. Hein, aujourd'hui, quand tu te bats, tu es attaqué. Voilà, ça on le sait. Maintenant, tu passes des fois, tu sais pas pourquoi sur Facebook t'es pas censuré alors que tu as dit la même chose, que sur YouTube on fait l'objet d'un avertissement et après un deuxième avertissement. L'autre fois, j'ai annoncé une vidéo en direct le soir, j'ai fait une vidéo de 10 minutes dans laquelle je disais tout simplement que j'avais reçu de la part des internautes les photographies des boîtes de masques dans lesquelles qui est écrit noir sur blanc, ça ne protège pas contre le virus, et ça suffit cela pour que effectivement j'ai un avertissement. Et c'est mon deuxième et le troisième, vous savez très bien. Ils n'avertissent même plus, ils vont me sucrer la chaîne. Mais maintenant, moi de YouTube, je m'en fous réellement parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire les vidéos. Je les mets directement sur le site. Les gens vont regarder sur le site. Aujourd'hui, on a tellement de clics sur le site qu'effectivement, à travers le site, les gens peuvent voir toutes les vidéos qu'ils ont envie de voir. J'ai fait sur des lives. Je les fais sur Facebook, je les mets directement sur le site. Comme ça, il n'y a plus de difficulté. Et avec des lives, je peux faire du direct avec des lives. Voilà. Voilà, chers amis. Alors moi, je vais juste revenir sur l'application parce qu'il y a des gens qui demandent comment la désactiver. Vous allez dans vos paramètres de téléphone et il y aura marqué notification d'exposition. Donc, c'est activé par défaut et vous avez juste à cliquer sur désactiver. Voilà. Absolument. Moi, j'avais juste une dernière petite question pour vous, du coup, Maître Carlo. C'était qu'est-ce que vous pensiez et qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes donc ce qu'on appelle les anges de la paix, ceux qui sont censés protéger les citoyens et qui mettent aujourd'hui les amendes et qui savent très bien que c'est illégal, mais qui les mettent quand même. Ben, la chose, il y a la morale et il y a le droit. Sur un plan moral éthique, il est très difficile parce que la morale est toujours à géométrie variable. Ce qui était moral ou immoral une fois ne l'est plus aujourd'hui. Donc, je m'appuie rarement sur ce qui est cette notion, la morale, l'équité, le bon sens, parce que il y a une association qui s'appelle Bon Sens, qui a été fondée par Azalbert Trotta et d'autres. Moi, j'ai dit que le bon sens, et j'en ai parlé même avec Azalbert directement, avec Xavier, parce que encore là, je lisais le président qui dit c'est une question de bon sens d'ouvrir les restaurants et d'attendre l'évolution. Donc le bon sens est utilisé comme géométrie variable. Par contre, le droit non, parce qu'il y a un texte chez les fonctionnaires qui s'appelle les baïonnettes intelligentes. C'est-à-dire que quand tu as un ordre manifestement illégal, tu as le droit de ne pas l'accomplir. Et si aujourd'hui, je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a quand même des policiers que moi je ne peux pas dire les villes parce que je ne veux pas les mettre en difficulté, dans des rencontres avec des gens dans lesquelles les policiers sont arrivés, il y avait plusieurs centaines de personnes sans masque, nous étions en train de discuter et moi de parler de l'action 19, etc.
et qui ont dit, pour nous, vous avez tous le masque et vous respectez la distanciation. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est arrivé dans plusieurs villes que j'ai déjà faites. Par contre, à Quimperlé, jusqu'à quand j'étais présent, il y avait moi et Martine Bonner. À Quimperlé, ils ont mis 140 amendes. Il y avait plus de 1000 personnes, hein, attention, hein. Et les gens n'avaient pas de masque et on n'avait pas de distanciation. Mais là, il y a eu des ordres terribles. Vous imaginez un peu que la police n'a même pas dit bonjour à une députée de la République. Elle est allée à la rencontre des gendarmes et des policiers. Ils n'ont pas dit bonjour, madame la députée. Alors que normalement, un policier a une obligation de révérence et de courtoisie envers un député de la République qui représente le peuple français. Vous imaginez à quel point de débandade nous sommes quand vous voyez qu'un député de la République, fût-il ce député, pas du tout dans la ligne du gouvernement, il n'en demande pas moins que c'est un député. Souvenez-vous, quand un certain monsieur Mélenchon criait lorsqu'il y avait une perquisition ordonnée par un juge d'instruction procureur, c'est moi la République. Et on a fait passer ça en boucle pendant des semaines et on a encore aujourd'hui, on le voit. Qui a fait d'ailleurs, il a fait même de la pub parce que même si c'était quelque chose qui paraissait absurde, ça lui a donné une certaine allure. Mais voilà. Et il a raison. Parce qu'un député de la République, c'est un député qui représente le peuple français, parce qu'un député est élu dans une circonscription, mais il représente tout le peuple français dans notre droit. Quand vous êtes élu du peuple. Et circonscription, ce n'est qu'une division administrative de la France lorsqu'il faut voter. Quand je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre. Mais aujourd'hui, vous avez des policiers que j'apprécie, des gendarmes que j'apprécie. Vous avez eu des généraux qui ont écrit une tribune ce week-end qui atteste quand même d'une situation dans laquelle il y a vraiment des doutes. Quand je vous le répète, il y a des officiers de police qui disent, moi, j'en ai marre de faire des briefings pour organiser les PV contre les masques. J'ai honte qu'au lieu de me réunir, travailler avec mes policiers pour aller attaquer les criminels, je dois demander combien de PV de masques il faut qu'ils me rapportent. On est à ce niveau-là. Et il me dit, moi j'ai honte. Alors je le dis parce que je suis obligé. Et après, les gens savent quelle est mon opinion. Et quand ils sortent, et moi je me justifie quand il n'y a pas assez de PV. Voilà la réalité. Mais malheureusement, les policiers ne peuvent pas apparaître. Vous comprenez comment c'est difficile. Si un policier aujourd'hui est un policier qui va s'ériger contre ce qui se passe et sa hiérarchie, il va être révoqué. Donc c'est pour cette raison que ce n'est pas du tout, chers amis, dans notre système, l'État a gangréné tout. L'État a en main naturellement tous les fonctionnaires. Et aujourd'hui, quand vous pensez que 50% du PIB découle de l'activité publique, et quand vous pensez que le reste de l'activité, l'État a les mains partout. Quand vous dites à des gens en Savoie, battez-vous pour les remontées mécaniques. Mais non, on ne va pas se battre. Parce que de toute façon, tous les remontées mécaniques sont entre les mains de la Caisse de dépôt et consignation. Et c'est la Caisse de dépôt et consignation qui finance les stations de ski. Et que la Caisse de dépôt et consignation va nous verser la même dotation qui avait été versée l'année précédente. Mais qu'est-ce que tu vas te faire chier? Tu vas pas, en tant que maire de Tignes ou de Bourg-en-Bresse, de Bourg-Saint-Maurice, aller te battre pour faire ouvrir les... De toute façon, tu auras ta dotation. Voilà. Quand tu demandes aux restaurateurs d'aller se battre, vous les avez vus se battre? Pas du tout. Ils sont payés. Ils touchent leurs 20% du chiffre d'affaires. Et la vie est belle. Vous les voyez aujourd'hui en train de sillonner les rues parisiennes, en train de protester pour ouvrir? Pas du tout. Leurs syndicats, n'en parlons pas. Quand vous prenez les autres syndicats, vous avez vu un syndicat s'ériger contre les mesures portant atteinte aux libertés? Les corps intermédiaires, ils ont peur parce que les corps intermédiaires, ceux qui les dirigent, vivent avec l'argent du contribuable, chers amis. L'argent qui est versé par l'État pour faire vivre le syndicat.
Vous voulez que je vous brosse encore plus la réalité de la France? Comment voulez-vous? Vous avez vu 400 000, 500 000 jeunes intermittents du spectacle aller se battre dans la rue? Pas du tout. Avez-vous vu 800 000 ou 600 000, c'est quoi que 600 000 saisonniers aller se battre? Maintenant, ils ont reçu 900 € par mois. À la fin, quand avec 900 €, quand tu ajoutes qu'ils auraient dû payer les frais d'hébergement, etc., ça revenait quasiment au même. Avec 900 € en plus, ils ont tous les aides. Est-ce que vous avez vu donc les saisonniers protester à Paris, à Bourg-Saint-Maurice? Pas du tout. Vous voulez encore d'autres? Quand vous avez 95%, maintenant c'est un peu moins, mais 95% de votre salaire versé en chômage, mais vous avez aucune envie d'aller bosser. Vous restez à la maison, vous grattez les cookies, regardez Netflix, mangez, et puis les restos sont fermés, tu vas te bourrer la gueule, ça coûte encore moins cher qu'aller au bar. Parce qu'avec ce que tu dépenses pour boire une bière au bar, tu achètes un paquet de bière. Donc, on voit encore plus la réalité. Comment veux-tu qu'aujourd'hui les gens aient envie de se rebeller alors que quand l'État a remis en route la planche à billets alors que théoriquement il n'y avait plus d'argent, qu'il aurait fallu faire il aurait fallu faire des économies monstrueuses parce qu'effectivement il fallait qu'on soit en dessous de 3% du PIB, au 3% de la dette. Et là, en 2 minutes chrono, avec un petit virus de merde, tout est bouleversé. Des milliards tombent partout. Les milliards d'aides de l'Europe, les milliards pour payer et verser, et on n'entend pas parler de remboursement, rien du tout, on n'entend parler que, n'inquiétez pas, on fera tout ce qu'il faut faire, comme si c'était leur argent, comme si c'était Monsieur le maire et Macron qui sortaient l'argent de leur poche, alors que c'est notre pognon, et quand ce n'est pas le nôtre, ce sera le pognon que nos enfants devront rembourser. Parce que je ne connais pas de banquier qui se veut pas rembourser. Et quand un banquier se veut pas rembourser, il demande d'autres services. Il demande autre chose. Un morceau de terre, une contrepartie. On en a connu, hein, des banquiers. On connaît des banquiers qui se faisaient, qui arrivaient à récupérer des propriétés par devers quand les gens avaient difficulté à rembourser. Je connais pas un banquier qui te fait des cadeaux. Quelle que soit la banque, y compris la Banque Centrale Européenne. Voilà, chers amis. Oui. Carlo, je vais devoir Un vous ami laisser. coiffeur m'a affirmé qu'il Parce que préférait du coup, être dans pas longtemps, confiné. je vais aller travailler. Donc, je vais devoir vous laisser. Et je tenais à vous remercier pour ce débat. Vous m'avez beaucoup instruit ce soir et vous avez pu répondre à mes questions. En tout cas, je vous remercie. Merci à l'équipe de l'éveil des consciences également de m'avoir fait monter sur ce live. Merci à ceux du chat également qui ont parlé avec nous, qui ont répondu également aux questions que je posais. J'espère que j'ai pu vous aider sur certains points au niveau de l'application. Petit clin d'œil également à ma page, si ça ne vous dérange pas, l'éveil des consciences. Si jamais vous avez envie de me suivre, on va vous mettre le lien. Donc c'est CLMG Média Libre. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore à vous, Carlo. Salut Saïd, merci à toi. Et continue comme ça. Quand tu auras mon âge, tu en sauras beaucoup plus que moi. Chers amis, s'il y a des questions, sinon, il est quelle heure là? Il est 20h28, ça fait déjà. S'il y a des questions pour que je puisse répondre, du chat avec plaisir, voilà. Moi, personnellement, j'ai pas de questions. Après, je pense plus vis-à-vis du chat. Je ne sais pas, Idriss et Enzo, si vous avez des questions. Non, moi j'ai pas de questions spéciales, mais ouais, on peut regarder dans le chat. Si vous avez des questions. Le temps qu'ils écrivent. Pouvez-vous nous dire pourquoi on doit rembourser la dette? Alors, on doit prendre la dette du Covid avec la CRDS. Bah, chers amis, cette question, c'est pas que pourquoi on doit rembourser la dette. C'est qu'aujourd'hui, pour le moment, la réponse est très simple. Il n'existe aucune disposition qui dit que ce qui est versé aujourd'hui à fond pour servir
les chômeurs, pour servir les restaurateurs, pour servir celles et ceux qui sont aidés par l'État, cette somme soit à fond perdu. Ça ne l'est pas. Même les prêts garantis par l'État sont des prêts qui doivent être remboursés. Donc, chers amis, aujourd'hui, il n'y a pas de disposition inscrite nulle part qui nous dit que les sommes qui sont versées aujourd'hui au soutien de l'économie, au soutien des chômeurs et au soutien de toutes les catégories socio-économiques qui ont reçu de l'argent, cette somme ne sera pas remboursée. Qu'après, ils utilisent la CRDS, la CSG ou n'importe quel autre moyen, ça, après, l'État décidera et les gens devront se retrouver avec la cour de cou. Parce que c'est le plus grand asservissement, c'est l'asservissement par la dette, chers amis. Je rappelle que selon, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avait sauvé le peuple grec qui se trouvait enlisé dans la dette fiscale avec la sisakteia, c'est-à-dire avec le rejet du fardeau. Et c'est parce qu'il avait rejeté l'ensemble des dettes qu'ensuite Périclès avait construit la grande Grèce magnifique, splendide, qui avait fait celle que nous permet aujourd'hui de dire ce sont les bases de notre civilisation européenne, parce qu'après la Grèce, ce fut Rome qui avait repris les fondations grecques en termes de culture, d'art et de connaissances. Et donc aujourd'hui, si cette dette est maintenue, aujourd'hui nous sommes, je crois, à 38 000 ou 40 000 euros par personne. Quand on pense que le coût qui a déjà été estimé au moment où nous parlons, il est des 475 milliards qui s'ajoutent à la dette normale, c'est tout dit, chers amis. Je rappelle que nous sommes déjà à 30 000 euros on était déjà à 28 000 euros normalement de dette, auquel on ajoute effectivement ou quasiment 10 000 euros pour atteindre aujourd'hui des sommes qui sont astronomiques. Donc, que ensuite cette dette soit consolidée, placée, que soit remboursée dans 10 ou 15 ans, il faudra payer les intérêts. Donc, au fond, les banques gagneront quand même parce que ce qui compte pour elles, en termes de bénéfices, ce sont les intérêts, c'est pas le capital. Et puis, le capital est garanti par l'État, donc l'État ne fera pas faillite. Par contre, nous paierons les intérêts. Et les intérêts sera déjà magnifiques parce que quand une banque perçoit ses intérêts sur les sommes que normalement ne produisait plus d'intérêt, parce que je vous rappelle que la banque, la BCE, avant la crise Covid-19, prêtait de l'argent en donnant de l'argent. C'est-à-dire qu'on avait des intérêts, c'est du jamais vu dans l'histoire, on avait des intérêts négatifs. Alors, il y a encore une question que j'ai vue intéressante. Est-ce que il faudra créer un tribunal capable de juger les abus qu'il y a eu pendant ce machin-là, ce Covid, entre guillemets, ou alors est-ce que il y a un tribunal qui existe qui pourrait juger maintenant les abus? Moi, je ne suis absolument pas confiant dans les institutions qui ont été créées et structurées. Qu'aujourd'hui, on ait fait la Cour pénale internationale en créant des TPI, des tribunaux pénaux internationaux pour juger tel ou tel fait, mais les résultats sont vraiment médiocres. Je rappellerai tout simplement que le dernier Africain qui a été traîné devant la Cour pénale internationale a été acquitté de toutes ses charges, alors qu'on a quand même des grands doutes sur ce qu'était sur la légitimité de ces décisions. Même si, comme on dit, il faut se plier, mais aujourd'hui, quand je vois comment fonctionne le monde et l'emprise des grands qui ont le pouvoir sur les institutions, je crois que sans avoir un tribunal du peuple, mais qui soit vraiment le fruit du peuple, on n'aura pas de justice. Et ça, je le dis avec beaucoup de tristesse. Parce que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, même quand on envoie une chose à la Cour pénale internationale, au procureur général, dans la Cour pénale internationale, rien ne bouge. Rien ne bouge parce qu'ils sont tous. Aujourd'hui, vous n'allez pas faire dire à un juge de la Cour pénale internationale que les vaccins sont illégitimes. Vous n'allez pas faire dire à un juge de la Cour pénale internationale que les masques sont inutiles. Parce qu'ils sont dedans dans le processus. Vous savez que quand vous allez devant un juge, vous allez devant des juges qui sont là avec leur masque, qui regardent les avocats comme ça, et que si vous avez le masque sous le nez, le juge vous dit mettez le masque sur le nez tout de suite pour plaider. Avec des incidents d'audience. Chers amis, ce sont des fonctionnaires. Ce sont des juges et des fonctionnaires.
Donc, comment voulez-vous que le fonctionnaire, il est indépendant dans sa fonction de juger, mais il n'est pas dans sa position de fonctionnaire. Si l'ordre donné que le fonctionnaire doit porter le masque, le fonctionnaire de l'État va porter le masque. Comment voulez-vous qu'un juge qui est fonctionnaire dans sa fonction et qui porte le masque va-t-il juger qu'un enfant, on a fait un référé pour avoir dans une école privée, qui était donc un dossier qui peut être porté devant le juge tribunal judiciaire. Mais si vous lisez la décision, j'ai l'impression c'est pire que le gouvernement. Encore un tout petit peu, nous les avocats, nous sommes des idiots. Parce qu'on a eu le courage de saisir le tribunal. Chers amis, c'est parce qu'effectivement, je le nez dans le cambouis. J'ai le nez, et je ne vais pas parler des mains, le nez dans le cambouis. Dans le sens qu'aujourd'hui, je suis dedans depuis un an dans tout ce que je vis comme bataille, comme lutte, comme menace, que je vous parle avec ce cœur-là. Parce que je ne vous raconte pas une histoire que je ne connais pas. Je vous raconte une histoire que je vis tous les jours. Tous les jours. Du matin jusqu'au soir. Tous les jours. Sans cesse. En tant qu'avocat et en tant que président de Réaction des Neufs. Et est-ce que, à l'heure actuelle, vous vous sentez en danger? Pardon? Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous vous sentez en danger avec toutes ces menaces de mort? Bien sûr que je me sens en danger. Bien sûr que je me sens en danger. Mais une chose, c'est dire en danger, et autre chose, c'est avoir peur. Je suis en danger, bien sûr que je suis en danger. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo qui me menaçait de mort. Voilà. Il allait venir me chercher chez moi pour me tuer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr que je fais attention. Bien sûr que quand je vais dans une manifestation publique comme le 1er mai, il faudra que j'emmène un garde du corps. Et que quand je me déplace, il y a des gens qui font la sécurité. Mais je ne veux pas qu'ils soient non plus là. Moi, je suis rien du tout. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a des fanatiques de tous les côtés. Ouais. Et quand on a le courage, et je ne crois pas que vous ayez entendu un propos de ma part qui soit complotiste, parce que je crois que ce que je dis, ce sont des choses prouvées, qui sont l'analyse technique. Je ne vous parle pas de théories farfelues, de diables, de QAnon, de pédophiles. Je vous parle de choses juridiques. Eh bien, ça suffit pour déranger au point que, voilà, il faut faire trembler les fondations, ça fait trembler les fondations de la République. Oui, Lucas. Moi, j'ai lu une question qui était assez intéressante et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense vis-à-vis du temps qu'on peut encore en faire une ou deux. Il y a Ange Blanc qui nous dit: pensez-vous qu'on va s'en sortir et retrouver nos libertés? Si je ne croyais pas à ce que je fais, j'arrêterai tout de suite. C'est pas une réponse de langue de bois. C'est une réponse d'une croyance forte. Je crois dans la critique, je crois dans l'esprit du peuple. J'ai vu des peuples qui ont vécu. Rome, avec la dictature, le peuple s'est insurgé quand les tribuns de la plèbe ont porté au peuple romain la capacité de s'apercevoir. La capacité de percevoir qu'il fallait réagir. Avant tout dans les têtes. La soumission est cérébrale. La soumission est quand on n'a plus la capacité d'avoir l'esprit critique. Celui qu'on ne vous enseigne plus à l'école. À l'école, on veut que vous appreniez, mais pas d'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est quelque chose qui se forge quand on a aussi des professeurs qui vous amènent vers la capacité de confrontation des idées, vers la capacité de confrontation des thèses, des événements. Quand vous lisez un livre d'histoire, vous lisez un autre qui dit pas la même chose et pourquoi, et vous êtes là et vous tentez de comprendre. Et pas en attendant d'arriver dans un DEA de 3e cycle pour tenter de commencer à forger votre esprit critique. L'esprit critique, on l'acquiert quand on passe une journée entière à réfléchir sur un psaume, quand on passe une journée entière à réfléchir sur une maxime, et pas en apprenant bêtement toutes les théories qui caractérisent la philosophie ancienne. On n'a pas besoin de connaître tout ce qu'ils disent tous les pythagoriciens, les sophistes, les épistémologies, pour faire de la philosophie et comprendre la vie. On n'a pas besoin de ça. Bien sûr qu'il faut avoir le courage de croire
et que chacun de nous doit être conscient de la puissance. Les révolutions se font avec un peu de chance, comme il dit celui-là, et avec l'esprit du papillon. Un peu de chance, donc il faut avoir de la chance, et l'esprit du papillon, parce que chacun de nous a la capacité, autour de soi, s'il porte une conviction, de convaincre les autres. Idriss, je pense que tu avais une question. Peut-être on fixe à la dernière, si ça vous va. Oui, oui. Alors, il y avait une question tout à l'heure, c'était est-ce que voter est encore un acte démocratique? Absolument. Absolument. Le vote est essentiel, chers amis. Si aujourd'hui on va rencontrer un candidat du peuple et qu'il s'y a une vraie convention avec le peuple, la convention que je n'ai pas à l'inspirer, mais aujourd'hui il est clair que retrouver notre démocratie, retrouver notre belle France, ce serait quelque chose de magnifique. Parce que on a signé une Europe qui n'est pas la nôtre. On a signé une Europe technocrate, on a signé une Europe qui est une Europe fasciste, qui n'est pas une Europe démocratique, avec un Parlement qui n'a aucune valeur. Je rappellerai à tous les gens qui vous suivent, et je fais du droit, que le traité de Lisbonne, qui a institué cette Europe-là, avec ce Parlement-là, cette Commission-là, etc., avec ces valeurs-là, le peuple français l'avait rejeté. 54,8% des Français avaient rejeté le référendum d'approbation du traité de Lisbonne. Et que ce sont les politiques et Sarkozy avec le Congrès qui est passé outre et piétiné le choix du peuple. Je vous rappelle que la souveraineté s'exprime par le référendum et par la représentation populaire. Ou la représentation populaire, et pas et. Ça veut dire que quand on a voté par référendum, le Parlement ne peut plus revenir. Et quand je dis que nous sommes aujourd'hui dans un état de non-droit, depuis que les Français ont rejeté le référendum sur le traité de Lisbonne, et qu'on... Oula. À Metz. Oui. Apparemment, il y a eu un petit problème technique. On va attendre 2 petites minutes que Maître Carlo revienne. Alors, on essaie de lire un petit peu toutes vos questions, mais du coup, ça sera la dernière des questions dont Maître Brusa répondra. En tout cas, merci à tous pour vos soutiens et vos partages. J'en profite, juste, j'espère qu'il va revenir très très vite. Merci à tous pour vos messages de soutien, pour vos partages, ça nous aide énormément. Et surtout, merci à Maître Brusa, je pense qu'il reverra en diffusion ce petit message. Ah, voilà. Et je bloquais, pardonnez-moi, je suis de retour. Non, j'étais en train de dire, je me souviens plus, Allez-y, dites-moi ce que j'étais en train de dire. C'est pas. Oui, sur le référendum. Ça veut dire qu'on est dans un état de non-droit depuis qu'effectivement, on est passé outre la volonté du peuple. Donc aujourd'hui, si la France devait se retrouver à l'intérieur de ses frontières et de remettre à l'intérieur de ses frontières une démocratie avec le peuple qui vote ses députés, qui vote son président et qui agit comme quelqu'un qui est la voix du peuple, la démocratie est rétablie. Aujourd'hui, il y a 50% du vote blanc qui est là pour modifier la réalité. Aujourd'hui, un sondage dit que 61% des Français ne voteraient plus le président Macron. Très bien. Malheureusement, vous en avez 41%, 45% qui disent seraient prêts à voter Édouard Philippe. Ben voilà, on voit tout de suite comment fonctionne le premier cercle. On sort du chapeau le lapin qu'on a besoin. Et puis, ce ne sera pas Édouard Philippe, ce sera celle que Attali va proposer. C'est comme ça qu'ils fonctionnent les choses. Si je peux me permettre une dernière question, si je peux. Bien sûr, Iris. Donc vous êtes avocat et au gouvernement, on a un avocat aussi qui s'appelle Dupond-Moretti. Comment expliquez-vous qu'un avocat peut accepter tout ce qui est en train de se passer? Parce que malheureusement, cher ami, quand vous faites de la politique et vous êtes élu, vous vendez votre âme au diable. Monsieur Dupond-Moretti, c'était quelqu'un qui est allé sur tous les plateaux,
qui défendait la cour d'assises, qui disait que c'était la plus haute expression démocratique et surtout d'une justice rendue par le peuple, comme étant une grande justice. Et c'est celui qui va porter le projet de loi sur la justice qui introduit des cours d'assises de premier degré sans jury populaire. Qui ce n'est que le début, parce qu'on dit, ah mais non, mais c'est pas vrai, l'appel sera avec le jury. Oui, mais attention, créer des jurys, des cours d'assises sans jury, c'est le début de la cour d'assises sans jury. Après, on dira, maintenant, on a trop d'appels. Ben, on va faire des juridictions d'appel pour certains crimes sans le jury. Parce qu'on voit là aussi, mais merde, mais je n'ai pas vu des confrères réagir. Je l'ai dit. C'est quand même dingue qu'on porte que ce projet n'est pas du tout une question de bon fonctionnement de la justice. Bien au contraire. C'est une disparition de la seule et unique juridiction qui est une juridiction démocratique et populaire, c'est la cour d'assises. Voilà, chers amis. Et donc, quand vous êtes élu, ou vous êtes un ministre parce que vous avez accepté d'entrer dans le gouvernement Macron, tu signes un pacte avec le diable et tu vends ton âme au diable. Soyons clairs. Moi, de mon côté, on me dit, Carlo Brusa, pourquoi tu fais ça? Dormez de sommeil tranquille, mes enfants. Je ne serai pas président, pas ministre, pas député, pas sénateur, parce que vous avez une chance une nuit, je suis toujours italien. Voilà. Donc, vous risquez pas d'avoir Carlo Brusa politique. Donc, dormez de sommeil tranquille. Vous avez un casse-pied qui réfléchit en droit, mais jamais un casse-pied qui aura une fonction politique en France, ni en Italie. Parce que vous imaginez un peu que j'étais candidat pour Forza Italia il y a 15 ans, quand il y a eu les premières élections, les mecs sont capables de dire et répéter, oui, il était candidat de Forza Italia il y a 15 ans, ce qui met le signe, que c'est un mec de droite. Alors que, sincèrement, j'ai été candidat pour Forza Italia parce que c'était les premières élections des Italiens à l'étranger. Et Forza Italia, à l'époque, moi, j'étais même pas parti, voulait contacter des gens de la société civile, un peu comme Macron. Quand il a piégé Martine Bonner, par exemple, il a dit, viens, tu vas voir. Et après, quand il s'est aperçu qu'elle avait signé un contrat avec le diable, elle est partie. Et moi, je n'avais pas signé le contrat, mais je n'ai pas été élu. Mais j'étais content d'être candidat pour dire aux Italiens, maintenant, vous avez les élections de la circonscription à l'étranger que vous avez déclamé, que vous avez réclamé. Ça y est, elle était faite, cette circonscription. Allez voter, les Italiens, pour un député de la circonscription Europe. Et c'était bien de faire cela. Mais les autres disent, ah là là, regarde, là, en Belgique, ce week-end, il y a une dame qui voulait parler du REC 119 du boulot que nous faisons en France. Les mecs lui ont interdit d'aller pour parler en disant que j'étais d'extrême droite. Si vous avez entendu une de mes phrases d'extrême droite, vous me le dites, hein, je me mets une balle dans la tête parce que je crois que si un jour je devais dire d'extrême droite, vaut mieux que je me mette une balle. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité. Je suis un homme qui a des idées, mais je peux parfois, des fois, avoir des idées qui peuvent être identiques à quelqu'un d'extrême droite, mais j'ai des idées qui sont aussi parfois identiques à des gens qui sont gauche. En réalité, quand une idée me plaît, elle me plaît peu importe d'où elle vient. Mais c'est rare que je puisse avoir des idées identiques aux gens d'extrême droite. Ça, c'est une certitude. Parce qu'en plus, je veux dire, quand vous avez un mec comme Salvini, à l'époque, je disais à Berlusconi, ne fais pas de pacte avec Salvini, parce que Salvini, c'est l'extrême droite, c'est une conception fasciste de l'Italie. Tout ça, c'était écrit. Quand j'ai fait des émissions pour parler de Salvini, lors de dernière, lorsqu'il était au gouvernement, je n'ai pas défendu Salvini. Je mettais en exergue qu'effectivement, il avait construit quand même une situation de tremblement en Europe, parce que ses positions étaient des positions qui avaient fait basculer une certaine partie de l'Europe. Mais en tant qu'analyste politique, pas en tant que fait que j'ai partagé les idées de ce monsieur. De toute façon, aujourd'hui, il est sorti, il a démissionné pour tenter de faire de nouvelles élections. Maintenant, il est rentré au gouvernement qui l'a trahi au même moment où il est rentré. Donc, regardez la politique. Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je peux vous dire autre chose, et je le vois quand je me promène, quand je vois que samedi, on me demande de faire un selfie. Moi, Carlo Brusa, on me demande de faire un selfie parce que je vous ai rencontré et mon papa vous adore. Mais c'est ça qui est merveilleux. Mais moi, c'est pas le selfie, le fait de marcher dans la rue, de vivre cela. Donc, ça veut dire tout simplement
que, en faisant du droit, en me battant pour la liberté, en me faisant cracher dans la gueule, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que je n'arrêterai pas de défendre ce qui est pour moi fondamental. Sont les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme. Et je sais que quand je me lève le matin et je lis les 17 articles et ce qui est contenu, je ne peux pas me tromper. Parce que ce sont les 17 articles qui ont fondé la France. Ce sont les 17 articles qui ont été le phare pour le monde. Ce sont les 17 articles que, pas simplement les Français citent, les Italiens. Moi, quand j'étais en Italie, que je faisais mes études, je savais ce qu'était la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui avait été faite le 26 août 1789. Je connaissais plus le 26 août 1789 que le 14 juillet. Parce que le 14 juillet, pour moi, c'est une banalité. C'est la fête, hein, mais il n'a jamais eu la prise de la Bastille. Par contre, le 26 août 1789, la date du prononcé du 17, je la savais. Et je la connaissais par cœur. Avant même d'être en France. Donc, ça veut dire tout simplement que ça m'inspire. Et les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme, chers amis, ils ne sont pas d'extrême droite, ni d'extrême gauche. Ce sont des valeurs fondamentales. Parce que quand on peut vivre en liberté, quand on peut manifester, quand on peut exprimer ses opinions, quand on respecte sa vie privée, quand on respecte ses opinions, quand on respecte sa foi, eh bien, quand on vit tout ça, c'est merveilleux. Mais tout ça, c'était rayé de la carte par un virus de merde. Bon, en tout cas, merci sur ces belles paroles. Je pense que on va clôturer le live ici et tous dire notre petit mot de fin. En tout cas, moi, j'aimerais d'abord remercier. Je me permets de rajouter, si tu permets, Lucas, un mot de la fin. Parce que quand on entend parler, quand j'exprime mon désarroi, j'exprime aussi mon énergie par rapport à la bataille que je livre, parce que ma bataille que je livre, c'est pas que quand je fais des vidéos ou des lives où je réponds. Je suis comme ça dans ma vie. C'est pour ça qu'à la fin, j'arrive à la fin de la semaine que je suis fatigué, épuisé. Parce que pour pousser les gens dans l'association, pour pousser les gens au cabinet à se battre, y croire, il faut de l'énergie. Parce que si les gens sont assommés, mes collaborateurs au sein du cabinet sont assumés. Aussi des bénévoles, aussi des gens qui travaillent pour l'association, qui sont parfois assommés. Donc ce n'est pas facile. Et vous savez, quand on est un leader, il faut avoir de l'énergie. On se lève le matin et tu n'as pas le droit. Moi, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Et il y a quelque chose que je rappelle maintenant à la fin, parce que les gens pensent que moi, je n'ai rien contre Info-Covid. Info-Covid, je connais Louis Fouché, je l'aime énormément. Mais la conception de l'amour qu'il porte, je la partage. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, la conception de l'amour que lui, il porte, que moi, je peux porter aussi, tout ça limite que quand on bâillonne mes enfants, je ne peux plus parler d'amour à quelqu'un qui bâillonne mes enfants. Je ne peux plus parler d'amour à quelqu'un qui pique les gens comme du bétail. Je ne peux plus parler d'amour quand quelqu'un veut enlever toute la vie privée aux êtres humains. Je ne peux pas parler d'amour à quelqu'un qui veut me rendre un objet du droit. Je ne peux pas parler d'amour à quelqu'un qui fait tout pour que ma liberté soit bafouée. Là, il y a une limite. Là, il y a une réaction qui est beaucoup plus violente. Or, ma violence, elle est apprivoisée. C'est la violence d'un juriste. Le droit, c'est une violence sociale apprivoisée. Ne l'oubliez jamais, cette phrase. C'est une phrase importante. Parce que dans le droit, il y a de la violence. Parce que parfois, le droit peut être violent. Parce qu'effectivement, le droit peut aller à l'encontre de ce qui est cette tentative de faire croire que ce qui est mis dans un décret juste, alors que ce ne l'est pas. Qu'il y a des lois qui sont votées qui sont injustes. Parce qu'il y a beaucoup de lois qui ont été votées par le Parlement et qui puis se sont révélées être des lois totalement injustes. Quand on punissait les femmes parce qu'elles allaient prendre leur soleil à seins nus à la plage, on les a emprisonnées pour outrage public à la pudeur. Et après, on a abrogé la loi. Alors, elle était juste la loi ou pas? Était juste que des femmes se fassent punir pour outrage public à la pudeur? Ça, c'est une discussion. Quand il y a une loi qui doit être votée, est-ce que cette loi, elle est juste? Est-ce que cette loi correspond à un besoin social? Est-ce que cette loi correspond à un intérêt social? Est-ce que cette loi permet un équilibre social? Ce ne sont pas les hommes qui sont faits pour les lois. Ce sont les lois qui sont faites pour les hommes. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà, chers amis. Bah, merci en tout cas
Maître Brusa d'avoir été présent avec nous ce soir, en tout cas, et pour toutes ces belles paroles qui ont été dites. Merci pour votre engagement également. Enfin, moi, ça m'a fait, je pense que ça nous a tous fait très plaisir d'être en live avec vous ce soir. J'aimerais également remercier du coup pour mon petit mot de la fin à tous ceux qui ont été présents, tous vos partages, vos soutiens comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Sachez qu'on vous le redit à chaque fois, on sera toujours là, toujours mobilisé. On essaye d'éveiller la jeunesse, c'est compliqué, on essaye et on continuera. Et voilà, un grand merci à vous en tout cas. Moi, j'ai rien d'autre à Vous dire. savez, quand je vois des gars comme vous, qui vous passez votre temps et ce soir, au lieu d'être devant Netflix, vous êtes là à faire une vidéo live avec moi, je vous dis chapeau. Ça veut dire, vous me donnez confiance, vous me donnez envie de me battre. Vous voyez? Je vous le dis. Et c'est comme ça que j'achève. Parce que ça veut dire tout simplement que s'il y a des jeunes comme vous, qui avaient le courage de prendre en main les choses et faire des lives, et me faire parler une personne qui est parfois vilipendée, vous le savez très bien, eh bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que à travers le live de ce soir, vous avez pu constater que je suis pas un monstre, que je suis une personne tout à fait normale, qui a de l'âme, du cœur. Je suis un père de famille, j'ai 2 enfants. Je suis pas un gourou, je suis pas là pour amener les gens à se faire tirer dessus par la police et la gendarmerie. Bien au contraire, je tente d'utiliser tous les moyens de la rhétorique, tous les moyens de la dialectique pour arriver à renverser des arguments fallacieux qui sont utilisés pour parfois nous imposer des choses inacceptables. Voilà. Alors, Merci encore à vous tous. Merci à tous les gens qui ont suivi et merci à certaines personnes que j'ai vues qui sont des adhérents de Réaction 19. Ça me fait plaisir. Et celles et ceux qui ne sont pas adhérents, je vous demande pas de devenir adhérents. C'est pas ça. Allez voir le site. Il y a des choses intéressantes sous le doigt. Faites-le. Voilà. Et si vous pouvez mettre le lien www.reaction19.fr, ça me fera plaisir. Comme ça permettra aux gens d'aller voir beaucoup de choses que nous aurons fait. Et il y en aura d'autres qui seront mises. Merci encore Enzo, merci Idriss, merci Lucas, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci encore et merci à tout le monde. Je vous embrasse. Voilà, je vous mets un petit cœur en pierre où il y a Réaction 19 dessus. Voilà, c'est un cœur. C'est à la forme du cœur et c'est la forme de mon cœur. Il n'est pas dur comme la pierre, il est fort comme la pierre. Ciao. Du coup, moi, je vais faire mon petit mot de fin. Moi, je voulais quand même remercier Maître Brusa d'être passé ce soir avec nous en live. Pour moi, c'est un grand monsieur. C'est pour ça que j'étais un peu stressé ce soir sur le live. Voilà, j'imagine que vous l'avez ressenti. Que dire oui, il y a beaucoup de monde qui sont contre lui, mais il y a aussi énormément de monde qui sont avec lui. On en fait partie. On soutient Réaction 19 et on soutient Maître Brusa. Je voulais vous remercier à tous d'avoir partagé ce live, pour tous vos messages de soutien pour nous, mais pour Monsieur Brusa aussi. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et ben, moi, c'est un peu la même chose. Hein. Je remercie tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui nous ont suivis. Je remercie tous ceux qui ont posé des questions. Il y avait des questions super intéressantes. Je remercie Monsieur Brusa parce que il a pris le temps de faire un live de pratiquement 2 heures avec nous. Il nous a donné de son temps, de son énergie. Il a répondu à pas mal de nos questions, à toutes nos questions même. Et vraiment, c'était un honneur de l'avoir avec nous. Et après, Idriss, tu as dit que tu étais stressé, mais je pense qu'on était tous les trois. Hein. C'est quand même, comme tu dis, un grand monsieur. Donc, c'est pas tout le monde qui peut faire un live avec lui. Et c'est vraiment une chance incroyable. Du coup, voilà, merci à tous et merci à Lucas et Idriss pour ce live. Merci encore une fois à tous et puis bonne soirée.